Moi, je vais jamais être à la retraite. Jamais. Moi, le matin, quand je me lève et quand je m'endors, je ne vis que pour mon métier. Tu connais énormément de monde. Ton point fort, c'est ton réseau. Des gens qui ont du pouvoir, en tout cas, parce que je vois que Barack Obama est dans la liste. Absolument. Il y a une chose qu'on ne pourra jamais acheter, qu'on ne pourra jamais corrompre, qu'on ne pourra jamais stopper, qu'on ne pourra jamais accélérer, c'est le temps. Et l'artiste se bat contre le temps. En pensant que les gens m'aiment, en tout cas par rapport à ce que je fais, mais ça veut dire que si je ne fais plus, on ne m'aime plus. Avant d'être des célébrités, c'est d'abord des humains. Et en fait, entre humains, on a des codes. Ils ont tous un point commun. Les gens, vous ne pourrez pas s'imaginer. C'est la simplicité. Ton métier, c'est quoi? J'aime bien le nouveau mot, on m'a appelé comme ça aux États-Unis, de networker. Je ne m'arrête pas tant que j'ai pas réussi mon objectif. Jamais. Parce que si tu t'arrêtes, il se passe quoi? Je suis déçu de moi-même. Et j'ai l'impression que je suis à un échec. Et j'ai peur de l'échec. Et souvent, la question qui me met toujours mal à l'aise, tu te rappelles de moi? De t'imaginer, en tout cas, avec la penderie où tu as des costumes en fonction de là où tu vas. Mais c'est exactement ça. Donc tu vois, si je te fais une vidéo de mes dressings, tu vas en avoir 12 en tout. Chaque tenue vestimentaire, c'est un personnage que je me crée. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui voudraient faire la même chose que toi? Bonjour Nordine. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast Dans l'inconscient 2. Alors, je t'explique rapidement le concept. Le concept, c'est de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Alors, je t'ai suivi un peu dans les réseaux et surtout à travers les célébrités. Et j'ai vu que tu as un parcours atypique. Et ce qui m'intéresse d'un point de vue, j'allais dire psychologique, c'est de comprendre un peu comment tu fais pour partir d'un point A et arriver là où tu es aujourd'hui et qui tu es devenu. Dans l'inconscient 2, le principe, c'est de comprendre un peu tes pensées, les émotions que tu as et les actions que tu vas mener. Et tout au long de la discussion, parce que pour moi, c'est plus une discussion, c'est vraiment de comprendre ces mécanismes inconscients. Je parle souvent du conscient-inconscient. Le conscient, c'est ce qu'on voit et ce qu'on a l'impression de contrôler. Mais l'inconscient, c'est tous les automatismes qu'on peut mettre en place. C'est super, c'est très intéressant. Voilà. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce que tu fais aujourd'hui? Ça va être plus simple que tu te présentes parce que j'ai regardé ta fiche. Alors, j'ai vu... Et je pense que les gens sont pas prêts pour ceux qui ne savent pas. Et tu connais énormément de monde. Je dirais que ton point fort, c'est ton réseau. Et c'est ce que tu dis. Absolument. Et notamment pas n'importe quel réseau, parce que c'est essentiellement des célébrités. Ou des personnes connues, ou des gens qui ont du pouvoir, en tout cas, parce que je vois que Barack Obama est dans la liste. Absolument. En fait, au début de ma carrière, j'avais très vite compris que le réseau, ça se monétise. Et aujourd'hui, on dit en anglais « my network is my net worth ». C'est-à-dire mon réseau, c'est ma valeur financière. Il y a le jeu de mots network, qui se ressemblent à peu près. Et en fait, je me suis rendu compte que avant d'être des célébrités, c'est d'abord des humains. Et en fait, entre humains, on a des codes. C'est bizarre parce que j'ai eu, moi, des affinités avec des hommes extrêmement puissants. Tu peux donner quelques noms? Là, je vois où je j'ai eu la chance de rencontrer Michael Jackson, par exemple. Si on veut rentrer dans le haut du panier. Stevie Wonder, Diana Ross, Bruno Mars, Drake, 50 Cent, Snoop Dogg, avec qui j'étais la semaine dernière. Donc en fait, c'est des artistes en fait qui sont mythiques. Moi, j'appelle ça des iconiques. Et ils ont tous un point commun. Et les gens, vous ne pourrez pas s'imaginer. C'est la simplicité. Et surtout, une peur intérieure. Excellent. Moi, je le savais pas, ça. Je l'ai découvert avec le temps. Est-ce que ça veut dire, pardon, que quand tu dis simplicité, c'est nous, en fait, on s'imagine des choses à propos d'eux. On se dit, ils sont célèbres, donc du coup, il y a toute une pensée qui vient en se disant, tu sais, il y a souvent, on parle des divas. Genre, j'ai entendu parler de Mariah Carey ou ça peut être Madonna qui vont avoir des demandes assez particulières et on peut se dire, tout le monde est pareil. Mais toi, ce que tu dis, c'est que certains, en tout cas, sont très simples. Et c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de barrière, ils sont dans une simplicité, ils vivent comme tout le monde ou... En fait, plus l'artiste est connu, plus il est simple et plus il est dans son inconscient une personne comme une autre. Mais il ne se rend pas compte que ce n'est pas une personne comme une autre. Moi, je dis toujours, personne vous habitue à être célèbre. Il n'y a pas une école. Il y a une école pour être médecin, il y a une école pour être même athlète. On va vous en mettre dans des centres de formation pour faire... Mais qui vous apprend à être connu? Qui vous dit, attention, demain, tu vas être une énorme star. C'est-à-dire, tu vas marcher dans la rue, et les gens vont te connaître, mais toi, tu vas pas connaître les gens. C'est un sentiment très étrange. Moi, je l'ai vécu à mon niveau, mon petit niveau. C'est-à-dire, j'arrive dans un aéroport, il y a quelqu'un qui me regarde et il me sourit. Mais moi, je me dis, est-ce que je le connais ou c'est parce qu'il me connaît?
Et après, quand je me rends compte qu'en fait, je le connais pas, mais lui, il connaît presque toute ma vie. C'est pas bizarre, ça que... Ben justement, c'est un sentiment très bizarre. Et on s'y habitue jamais. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, 30 ans que je suis médiatisé, on ne s'y habitue jamais. Est-ce que ça veut dire que tu as un doute à un moment qui vient, quand la personne te dit Nordine ou Mani, et du coup, toi, tu te dis, je le connais pas. Et on est mal à l'aise, parce que si on le connaît, on fait exprès de le connaître, puis en posant des questions, on se rend compte qu'on le connaît pas. Et souvent, la question qui me met toujours mal à l'aise, tu te rappelles de moi? Aïe. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai ce défaut de dire oui. Alors, je pourrais dire non, mais j'ai peur de vexer. Parce qu'on a une culture comme ça. On va revenir après notre culture marocaine, etc. On n'aime pas faire du mal. Donc, si je lui dis non, j'ai peur que la personne, elle se dise, bah, il se rappelle pas de moi, donc je suis insignifiant dans sa vie. T'as pas envie de le blesser. Voilà. Donc, je lui dis oui, mais en fait, c'est pire. Parce que quand il commence à me dire, mais où? Et là, je suis pas bien. Parce qu'il peut pas se rappeler de tout le monde. Non. Et toi non plus. Absolument. Et justement, je parlais de ça par rapport aux célébrités. En fait, ça déséquilibre leur vie complètement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est pour ça qu'ils ont peur, les artistes. Ils ont un sentiment de peur, de pas bien faire, le plus dur, c'est pas d'être connu. Ça, je peux vous dire que c'est très facile. Vous pouvez demander à tous les influenceurs et tous les gens de télé-réalité. Être connu, ça peut se passer en 24 heures. Surtout le rester, oui, c'est encore une autre histoire. En fait, je dis toujours, être célèbre, c'est tout en haut de la montagne, où il fait froid, où vous êtes seul, et ça bouge. Oui. Donc le plus dur, comme des Charles Aznavour, il n'y en a pas beaucoup. Des Stevie Wonder, il n'y en a pas beaucoup. Des Michael Jackson, il n'y en a pas beaucoup. Des grandes stars comme Lionel Richie, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, pourquoi ils ont duré? Il y a toujours aussi la même formule. Parce qu'ils ont su se réinventer. C'est ça la force. Ils traversent le temps. Et ils ont su se connecter avec leurs fans. Ils ont su les remercier. C'est ça l'histoire. C'est des fans qui attendent quelque chose de vous, beaucoup de vous, et ils se sont donnés. C'est pour ça que leur vie privée, elle est catastrophique. Parce qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire qu'ils passent plus de temps avec leurs fans, avec l'extérieur, entre guillemets, qu'avec leur propre famille. Impossible de pouvoir faire autrement. C'est impossible. Et finalement, ça peut être que des familles déchirées en soi. Bah, il faut juste ouvrir un magazine People, vous allez voir. Ils se marient 5 fois, 4 fois de divorce, suicide, tentative de suicide, dépression. Parce qu'en fait, la célébrité, ça vous tue à petit feu. C'est connu, ça. Bah, c'est pas normal, c'est pas humain. Mais c'est pas humain de rester dans la célébrité. On parle un petit peu de psychologie. On est aimé par un papa et une maman. C'est ça l'amour. L'amour, ce qu'on appelle inconditionnel. Votre papa vous aime. Là, vous êtes aimé par des millions de personnes. Pas pour vous, pour ce que vous faites. C'est pas pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une association qui se fait en pensant que les gens m'aiment, en tout cas par rapport à ce que je fais, mais ça veut dire que si je ne fais plus, on ne m'aime plus? Alors, c'est même plus subtil que ça. L'artiste se perd. Parce qu'il pense qu'on l'aime pour lui. Il sait pas qu'on l'aime pour son art. Et dès que son art se dépérit, malheureusement avec le temps, ses fans commencent aussi à se dépérir avec lui. Et c'est là où il commence nous, on appelle ça dans le métier, c'est la spirale de la souffrance. Ça commence la spirale de la souffrance. Et ça, on le voit chez chaque artiste. Chaque artiste. Parce qu'il y a cette identification qui se fait en se disant, du moins, ce qu'il crée, en tout cas, il s'associe, il dit, c'est mon identité. Et le jour où il n'arrive plus à... En tout cas, le public commence à aller ailleurs parce que peut-être... Il est versatile, le public. Il est versatile. Ouais. Et de plus en plus. Oui. Avec Spotify, avec des plateformes comme ça. Aujourd'hui, on consomme la musique. C'est pas la même chose que nous, on consommait la musique. On va pas faire les vintage. Mais moi, quand j'ai commencé dans la musique, on allait acheter des vinyles. On l'écoutait 700 000 fois, le vinyle. Aujourd'hui, les artistes, ils écoutent même pas le premier couplet. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu as vu, à travers les générations... L'évolution. Cette évolution où l'attention, en tout cas, est devenue très... Avant, on pouvait écouter les paroles, on pouvait écouter... Il y avait même des albums. Voilà. Aujourd'hui, on parle de singles. Moi, je suis à fond dans la tech de la musique. Aujourd'hui, il n'y a plus un artiste qui sort un album. Pourquoi? C'est tout simple. Ça, je vais rentrer peut-être dans la technique, mais peut-être ça peut intéresser certains auditeurs. Je pense pas tout le monde parce que c'est très technique. En fait, les plateformes comme Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, etc., en fait, ils ont des algorithmes qui ont été tellement bien faits. C'est des génies, ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Si vous sortez un single, donc vous êtes tout de suite en nouveauté. Donc les gens, ils vont sauter sur la nouveauté. Ils vont la consommer. On appelle ça de la musique Kleenex. Ils vont se moucher, ils vont jeter. Mais si vous sortez un album, vous mettez en danger. Pourquoi? Parce que vous avez entre 8 et 12 titres.
Donc, il faut que vous soyez au top sur les 8. C'est impossible d'avoir 8 singles en premier. Donc, votre note, elle va descendre au niveau de l'algorithme. D'autres, votre nom d'artiste va descendre. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils font les artistes? Ils préparent 8 titres, ils en sortent un par semaine. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de titres. On se dit, mais c'est pas possible. Par exemple, Beyoncé, elle sort 18 singles d'un coup. On s'est dit, mais c'est pas possible. Elle sort tous les 3 jours. Pour rester au top en algorithme. Donc, avant, l'unité, c'était l'album. C'est ça. Maintenant, c'est devenu le titre. Le single, ouais. Donc, le single. Donc, ça veut dire que le temps de consommation est beaucoup plus rapide. Absolument. Et on est dans une espèce de, j'allais dire, de boulimie, tu vois. Je vais aller encore même plus loin. Dans l'algorithme, ils calculisent que je crois, les 40 ou 50 premières secondes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est même si vous écoutez pas le titre en entier, c'est pas grave, c'est calculé. Okay. C'est en médiamétrie, ça compte. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent écouter que le refrain et ça marche. Ok. Donc l'artiste, limite, il s'en fout. L'accroche. C'est ça. Et ensuite, c'est comptabilisé. Ça a même changé la manière de créer de la musique. C'est ça. Parce que du coup, ça a forcément un impact sur le comportement de la musique. Il n'y a plus les intros qu'on nous on aimait, longues. De la musique longue. Voilà. Tout ça. Où il y avait des paroles aussi. Ouais. Ou par exemple, à l'époque de Kanye West ou de Nas, où ça parlait au début, ou des poètes, un peu comme ça. Il n'y a plus tout ça. Ok. Ça, vous avez pas remarqué? Ouais. Pam, tout de suite la musique. Ok. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que l'algorithme, lui, c'est la clé en fait, maintenant. En fait, c'est le système. Les artistes sont adaptés au système. Okay. Donc aujourd'hui, c'est plus les artistes qui donnent le tempo, c'est la tech qui donne le tempo aux artistes. C'est fou, hein. Ça, c'est arrivé avec l'effervescence d'Internet. Absolument. Et c'est ce qui a changé le comportement des gens. Les stars ont même changé leur manière d'être. Je vais vous donner des exemples concrets. Okay. Alors moi, je suis bien placé, je suis le témoin privilégié de cette situation. À l'époque, nous, quand on tournait avec des Paris Hilton, par exemple, j'ai été manager de Paris Hilton. Donc là, c'est vraiment la pop idol américaine, dans toute sa splendeur, la blonde californienne, tout ce qu'on veut. On voyageait avec 4 gardes du corps. Okay. Ça faisait partie de son marketing. C'est-à-dire que personne ne pouvait l'approcher. Elle avait des lunettes de soleil, on voyait pas ses yeux. Il y avait des émeutes. Je vais donner le même exemple avec Mariah Carey, c'est la même chose. Le jour où il y a eu MySpace qui est arrivé, et derrière Facebook, qui était quand même beaucoup plus connecté, elle a commencé à faire des photos, ce qui n'existait pas avec des fans. Pour elle, faire des photos avec des fans, elle avait compris elle était très intelligente. Elle avait compris que si je faisais des fans, les gens allaient démultiplier. Aujourd'hui, elle a peut-être 100 millions de followers. Et elle a une base fan, elle peut leur vendre des rouges à lèvres, des parfums, des robes, tout se vend. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle avait compris. Donc même son attitude de diva a changé. Aujourd'hui, vous pouvez trouver beaucoup de photos sur Internet avec Mariah Carey. Je vous défie, il y a 20 ans, d'avoir une seule photo avec elle. Parce qu'on ne pouvait pas l'approcher. C'était une diva. Il y avait aujourd'hui, c'est même limite ringard d'avoir des gardes du corps. Hein. Maintenant, la nouvelle mode, là, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec mes célébrités, c'est manie. On ne veut pas de garde du corps visible. Il y a un problème, il intervient, mais on ne veut plus qu'il marche à côté de nous. Ah, maintenant, c'est la mode. Ça fait hype, ça fait classe, ça fait l'artiste qui s'adapte, qui est accessible. Par exemple, Paris Hilton, elle a pris un Uber. Elle pèse $1 milliard. Elle a pris un Uber à 25 €. Mais tu vois, là, je t'écoute et je me dis, mais en vrai... c'est du marketing. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un artiste à la base qui est quelqu'un de créatif, qui est quelqu'un qui va aller chercher, qui va aller puiser j'allais dire, dans ses émotions les plus profondes pour écrire un texte. On peut parler j'allais dire, comme du Jacques Brel ou qui tu veux, tu vois, de l'ancienne génération. Là, j'ai l'impression que c'est des trends. Absolument. Tu vois. Mais en fait, c'est pas l'artiste qui a donné les règles du jeu, encore une fois. C'est ces réseaux sociaux qui ont complètement changé la donne. Aujourd'hui, un artiste qui n'est pas présent sur les réseaux, il ne vendra pas. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors moi, je veux bien qu'on me donne 2 contre-exemples, j'en connais pas. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux vendent. Ton métier, c'est quoi exactement? Alors moi, j'aime bien le nouveau mot on m'a appelé comme ça aux États-Unis, de networker. L'homme des réseaux. Parce que moi, j'aime bien ce mot. Parce qu'en fait, j'étais producteur, manager, agent, booker, éditeur, ce que vous voulez, président de American Artists Company. Mais en fait, c'est pas vraiment ça mon métier. Ça, c'est des métiers, c'est des appellations. Mais aujourd'hui, par exemple, là, je suis en train de faire un deal avec David Beckham pour tourner une publicité parce qu'on m'a appelé d'Inde. On t'appelle pourquoi? On m'appelle pour mon réseau. Je vends mon réseau. Mais c'est-à-dire que tu as une célébrité qui t'appelle et qui te dit quelle est sa demande en fait? Comment on fait pour arriver à toi? C'est un peu plus différent. C'est le contraire. Moi, je représente la célébrité et les clients m'appellent. D'accord.
ils me disent comment je peux atteindre Sylvester Stallone, comment je peux atteindre Rihanna, comment je peux atteindre Snoop Dogg. Et moi, c'est mon métier. Ok, donc tu fais les jonctions, toi. Donc, absolument. Toi, derrière, je suis agent. Ok. Donc, on passe par toi et on sait que ton réseau qui est derrière, je délivre faire la connexion. Je délivre. Ouais. Donc, toi, tu envoies l'électricité jusqu'au gars. Ou le téléphone. Absolument. Moi, je suis la clé entre, on appelle ça des pluggers aux États-Unis, de plug. Okay. C'est-à-dire que tu veux contacter Barack Obama, moi j'appelle Barack Obama. C'est ton travail, tu gères, et c'est l'important, c'est de délivrer. Exactement. Voilà. En tout cas, toi, tu arrives à délivrer, justement, tu vas arriver à délivrer cette demande. Tu veux Barack Obama, ok, c'est ton challenge. Voici les conditions. Voilà. Je parle avec le talent. Je lui dis de quoi tu as besoin. Il me dit voilà, moi je veux tant, je veux tel hôtel, tel, et voilà. Attention, je suis honnête, tout n'est pas possible. Il y a des artistes qui ne veulent pas le faire. D'accord. Et d'où c'est souvent 10 non pour un oui. D'accord. Donc il y a qui donne les 10 non? C'est l'artiste. Ok. C'est souvent 10 non. Les gens ils se rendent pas compte. Hein. J'aime bien parce que des fois j'ai des demandes farfelues, mais c'est génial. Ils disent mais attends, je paye, pourquoi il veut pas? Ben, je dis il a le droit. Okay. Parce que dans l'inconscient du consommateur lambda, si je vais dans un magasin, je paye, je repars avec le produit. Okay. Là, c'est un humain. Mais il s'achète pas forcément, en fait. Voilà. Il reste encore ça. C'est ce qui fait le charme de ce métier. D'accord. Et ce qui fait aussi la rareté de certains. J'ai eu des sommes hallucinantes qui sont plus que de l'indécent. Et les artistes disaient non, parce qu'ils voulaient pas le faire. Pour leur image, c'était pas intéressant, ou parce qu'ils aimaient pas le client, ou ils aimaient pas la marque. Mais des sommes incroyables. Même moi, j'en ai pas dormi. Et ça veut dire que toi, tu filtres aussi certaines demandes. Absolument. En fait, moi, je suis un entonnoir. Sur 100 demandes, j'en présente que 10 à l'artiste. Okay. Ah bah non, parce que ta réputation aussi. Voilà, si je le dérange 100 fois, pour 100 fois des deals qui sont pas intéressants, qui sont pas cohérents. En anglais, j'aime beaucoup cette phrase. You have to make sense. Okay. Ça doit avoir du sens. Moi, je sais que si demain, je donne un exemple concret, je sais pas, Pierre Cardin me demande une campagne publicitaire qui est le français un peu old school, etc., avec un rappeur, ça matchera pas. Ça matchera pas parce que l'artiste, il connaîtra pas. Par contre, si c'est Balenciaga, Philippe Plein, Gucci, ça va plus parler à un rappeur. Tout ça, les noms que tu donnes, c'est ton environnement, en fait. Absolument. Toi, c'est tous les jours je fais ça, du matin au soir. Donc ça veut dire que discuter avec des célébrités, c'est quelque chose de banal, entre guillemets. Mais c'est des humains. Voilà. Mais tu le vois. C'est un business. C'est un business. Quelle est ta vision derrière? C'est que tu le vois. En fait, quand on te dit Barack Obama, est-ce que tu as un côté qui fait waouh, ou tu as un côté, tu te dis, c'est un client de plus? Je dis toujours, j'ai mes favoris. Barack Obama, c'est quelqu'un que j'ai toujours voulu travailler avec lui. D'accord. Pour plusieurs choses, parce qu'il représentait le premier noir président, 2 fois, 2 mandats. C'est comme lui qui a fait Obamacare aux États-Unis. Pour nous, c'est important. Pour les Américains, c'est le premier qui a installé quand même la sécurité sociale américaine. Il a tout fait pour le lobby des armes. Il est vraiment il est investi dans l'écologie, etc. Puis même, il y en aura pas 2 comme lui. Il y en aura qu'un. Voilà. Moi, c'était Michael Jackson, Barack Obama, Stevie Wonder, Snoop Dogg. Pour moi, c'est quelque chose de fou. C'est iconique. Et sans prétention, l'intimité et la proximité que j'ai avec Snoop, je connais aucun agent au monde qui l'a. Donc moi, je suis vraiment une complicité parce qu'il y a eu des atomes crochus qui sont créés. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et Barack Obama, il était là pour les JO. Ouais, c'était avec moi. On était ensemble. Vous étiez ensemble. Ouais, absolument. Et on est parti ensemble au Maroc. On est parti. Voilà, il m'appelle Mani le magicien pour beaucoup de raisons. Et on est parti ensemble au Maroc. La première fois qu'il a été en Afrique, c'est avec moi. La première fois qu'il a vu la Tour Eiffel, c'était avec moi. Donc on a partagé beaucoup de choses. Sa maman, je me suis occupé d'elle à la fin de sa vie. Donc on a vraiment une proximité humaine. Parce que je dis toujours, avant d'être des célébrités, c'est d'abord des humains. Okay. Et c'est comme dans la vie. On a des gens avec qui on est très copains. Il y a des gens avec qui on sera juste des relations. Puis il y a des gens qu'on n'aime pas. Ben, c'est un peu comme ça la musique. Et moi, j'ai des gens avec qui... Parce qu'il faut savoir qu'on travaille 1 heure dans la journée. On va shooter un clip, on va shooter une chanson, on va faire un concert. Mais il reste encore 23 heures qu'on passe ensemble quand on est en voyage. Quand on est dans le jet ou on est dans l'avion, on est à l'hôtel. Il faut bien qu'il se passe une connexion. Mais ça veut dire que tu passes beaucoup de temps avec eux. Énormément, tout le temps. Et des fois, tu peux être leur... est-ce que j'appelle ça leur psychologue ou leur coach? Ah bah ça, je suis d'accord avec toi. Tu vas passer... Tu vois, souvent,
on voit le devant, donc tu vas accompagner ces célébrités, tu vas leur permettre d'avoir des connexions, etc. Mais toi, ton travail, derrière, c'est aussi un travail de psychologie, en tout cas, qui est de comprendre la demande, de comprendre l'humeur de la personne, d'avoir de l'empathie. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. Absolument, parce qu'en fait, la chance que j'ai, moi, tu l'as dit tout à l'heure très justement, c'est que j'ai un parcours atypique. Faut pas oublier qu'avant d'être agent, j'étais un artiste, moi. J'ai été danseur. C'est là où on va revenir. J'étais chorégraphe, j'étais directeur artistique. Donc leur peur, je la comprends. Tu sais, attention, le trac avant la scène, c'est quelque chose d'unique au monde. Tout le monde croit que on n'y pense pas à ça. Mais il faut savoir que monter devant 50 000 personnes, même si c'est des fans, il y a toujours cette peur. Je me souviens quand j'allais sur scène, cette peur. Et toujours, quand on est un artiste, on a une chose que d'autres n'ont pas, on a toujours cette peur de mal faire. Tout le temps. Même Michael Jackson, c'était pour moi, j'étais fan de Michael Jackson quand j'étais enfant. Et quand je me suis rendu compte comment il était, le personnage, ses peurs, il pensait qu'il n'était pas assez talentueux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il travaillait beaucoup. C'est un perfectionniste. Voilà, c'est un perfectionniste. Et quand il allait sur scène, il ratait un pas de danse, il s'en voulait. Mais ceux qui voyaient, ils voyaient pas ça. Parce que les gens regardent que tu vois la face extérieure de l'iceberg. Absolument. Et puis même, il est tellement talentueux qu'il ne voyait pas qu'il était à 9,9 sur 10, mais lui, il voulait un 10, mais la perfection n'existait pas. Mais c'est ce qui leur permettait de progresser. Et c'est aussi pour ça qu'il est mort, Michael Jackson, parce qu'il a voulu remonter sur scène, il n'avait plus les capacités physiques. Et il prenait des médicaments pour dormir, parce qu'il avait des douleurs partout. Et en fait, il prenait des médicaments et ça l'a tué. Mais souvent, les artistes ou même les athlètes de haut niveau, tu peux voir, un Tiger Woods qui a fait des grands chelems, mais au bout d'un moment, il prenait des antidouleurs et pour continuer, pour aller jusqu'au bout, parce que moi j'ai une réponse à ça. Moi j'ai une réponse à ça. Il y a une chose qu'on pourra jamais acheter, qu'on pourra jamais corrompre, qu'on pourra jamais stopper, qu'on pourra jamais accélérer, c'est le temps. Et l'artiste se bat contre le temps. Tu sais, le temps, tous les jours tu prends un jour. Tous les jours tu prends un jour. Et ça veut dire quoi pour lui ? Ça veut dire qu'en fait, ces artistes-là, ils sont tellement au top, ils savent qu'il y a le petit jeune qui va arriver. Donc ils sont dans la compète ? Ils sont dans l'angoisse totale, du matin au soir. Quand il y a eu Carl Lewis, quand il a vu Usain Bolt, il a flippé en 2 minutes. Usain Bolt, il est arrivé, il a cassé tous les scores. L'homme le plus rapide du monde. Il y en avait un entre les deux, je me rappelle plus, là je le dis de tête. Ben Johnson, mais il était dopé. Exactement. Mais il était dopé, Moi j'adore le sport. Mais lui, il avait tout pété quand il était là. Mais Carl Lewis, il est devenu fou. C'est ça. Il est devenu fou. C'est ça. Et j'ai vu le visage de Carl Lewis. Et tu veux savoir la meilleure ou pas ? J'y étais. Excellent. Barcelona 92, 1992. Et ben voilà. J'y étais. Et ce qui est le plus marrant, c'est une MJC qui m'a envoyé là-bas. Ok. En fait, j'avais gagné un concours de danse. Et dans le concours de danse, c'était un voyage aux Jeux Olympiques. Et ils avaient pris 50 enfants de toute la France, des quartiers défavorisés. 1992. C'était avec avec Ben Johnson. Le logo, tu te rappelles ? Oui, je me souviens. Mais j'y étais. J'ai visité le village olympique. J'avais, je crois, 16 ans. Excellent. Ouais, c'est beau ou pas ? Des panini où je suis en train de me rendre compte qu'on a 50 vies dans une vie. Mais j'y étais physiquement. Okay. Heureusement que j'ai gardé des photos parce que les gens ne me croient pas. Et d'ailleurs, je fais mon documentaire, on en parle de ça. Mais alors, je fais une petite aparté. Souvent, les gens ne vont pas te croire. Avec le documentaire, on va me croire. Maintenant, parce qu'il y a la preuve. Mais il y a un moment, en 92, je veux dire, il n'y avait pas de réseau. Il y avait le Kodak. Ouais. J'ai quand même une photo avec Charles Edick Barclay. Oui. Le basketteur. Okay. Donc, c'est ça ma force, c'est que j'avais des photos. Et je me souviens, on prenait des photos, c'était plus la même époque. Quand tu dis ça aux jeunes, ils deviennent fous. On prenait des photos, après on emmenait ça au labo, et on attendait, parce qu'on savait pas si la photo elle était floue ou pas. Exact. On pouvait pas la refaire. Ouais. Et c'était une chance. L'athlète, il disait, hey, dépêchez-vous. On clac, 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 et clac. C'est ça. C'est comme ça que j'ai eu toutes mes grandes photos avec mes artistes. À l'époque, on tournait, mais moi, j'avais compris très vite. J'avais compris. Mais t'as pris la photo parce que c'était un idole ? Ouais. Ok. Et parce que je voulais immortaliser le moment. Ok. Et j'ai pas eu celle de Michael Jordan parce qu'il y avait la Dream Team, mais j'avais lui. Mais c'est pour dire que à 16 ans, j'avais compris la puissance de l'image. Et ça veut dire qu'à 16 ans, t'étais
Je suis déjà professionnel, hein. Voilà, je suis déjà professionnel. Mais t'étais déjà dans un mode. J'ai déjà des télés, j'ai déjà des clips, etc. Mais ce que je veux dire par là, à 16 ans, j'ai quand même presque 50 ans. L'année prochaine, j'ai 49 ans. À 16 ans, j'avais déjà compris l'importance de l'image. Exact. Je sais pas pourquoi. On parlait de l'inconscient. Exactement, et on va y revenir. Tu peux me dire, donc on parlait, là, tu viens de donner que tu avais 16 ans. T'es né en quelle année, du coup? 1975. Où ça? À 60 km de Tsaounet, dans une pampa qui s'appelle l'Azaïb. C'est vraiment un village, on appelle ça au Maroc des douars. Il y a peut-être dans le village 100 personnes. Ouais. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. D'accord. La pampa. Et toi, t'es né là-bas, et après, ça a été quoi le parcours? En fait, moi, je suis né là-bas. Mon père, il est venu d'abord avant nous, du Maroc à la France, pour raisons économiques, immigration, comme beaucoup de... Il a atterri où? À Dijon. Ok. Même pas à Chenauve, encore plus loin. D'accord. C'est-à-dire que Dijon, c'était la grande ville. Ok. Dans un foyer de jeunes travailleurs, il a pu mettre de l'argent de côté pour faire venir la famille. Et nous, on arrivait beaucoup plus tard. Et il était venu pour travailler dans une usine de fer. Ok. Donc, mon père, à la base, encore une fois, on revient à la genèse, mon père était artiste aussi. Mon père était couturier. Un grand tailleur marocain qui était connu à Fès. Il avait monté son petit atelier, etc. Et pour revenir encore plus loin à la genèse, là, je suis en plein dans mon documentaire, donc je peux te dire, on a fait des recherches et tout. Il y a des choses que j'ai su il n'y a pas longtemps, du moins 2-3 ans. Mon père a été abandonné. Quand il était enfant, à 12 ans dans la rue. La violence psychologique, on parlait. Et la détermination d'être abandonné dans une rue par sa mère et son petit frère qui avait 8 ans. Donc lui, 12 ans, 8 ans. Il a réussi, par la force de son talent et de ses poignets, à travailler dans une usine de tapis. Il a monté son propre atelier. Il est devenu même un petit peu connu dans le quartier. Et avec cet argent-là, il a réussi à mettre un pécule pour venir en France. Donc il avait un objectif de venir en France? Absolument, depuis le début. D'accord. Il voulait venir en France. Et ce qui est beau, c'est ce côté justement, je commence de rien et j'ai ce mental d'acier pour aller jusqu'en France. Son objectif, c'était quoi à ton avis? C'était de mettre sa famille à l'abri, financièrement. Ok. Et ce qui est génial, c'est que j'en parle avec mon père. Mon père, il a 89 ans. Et il me disait, je pense que tout ce que tu as réussi dans ta vie, parce qu'il a été très impressionné de ma réussite, il m'a dit, ça vient de moi, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai toujours eu ce caractère. Et dans la famille, on n'est même pas pareil. On a chacun des caractères différents. Oui, absolument. On est 5. Ok. J'ai 2 frères, 2 sœurs, c'est très équilibré. D'accord. Et on est tous différents. Je suis l'avant-dernier. Ok. Et mon père, il me disait, tu as totalement mon caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est celui qui lâche pas? Absolument. C'est celui qui... C'est la résilience. Okay. C'est de se dire, nothing is impossible. C'est pour ça qu'on m'appelle Mr. Possible dans le métier. Okay. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai un problème. Après, ça peut être une qualité, c'est aussi un problème. Je ne m'arrête pas tant que j'ai pas réussi mon objectif. Jamais. Parce que si tu t'arrêtes, il se passe quoi? Je suis déçu de moi-même. D'accord. Et j'ai l'impression que je suis à un échec. Okay. Et j'ai peur de l'échec. Okay. Parce que moi, j'ai réussi tout très vite. Par exemple, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai eu un doc de droit. Une bénédiction ou une malédiction de réussir tout? C'est une malédiction de certaines fois. Parce qu'après, on est trop dur avec soi-même. C'est ça. Par exemple, moi, je peux pas rester chez moi. Je suis un enfant hyperactif. Okay. Mes parents l'ont découvert tard. Ils pensaient que j'étais un peu fou au début. Parce que j'arrivais pas à rester dans ma chambre. À regarder la télé comme un enfant normal et docile. T'avais besoin de quoi? J'avais besoin d'action. Okay. J'avais une énergie folle. Et mes parents, ils ont été intelligents. Ils ont dit, celui-là, il faut qu'il fasse du sport. Il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'autrement, il va nous rendre fous. Parce qu'il se casse toute la baraque. Mais j'arrivais même pas à prendre l'avion. D'accord. Ils n'arrivaient pas à m'attacher. J'arrivais pas à rester 2 heures dans un avion. Okay. Et en voiture, alors, le fameux trip Maroc-France de 3 jours, c'était pour moi une punition. D'accord. Ah bah là, t'étais bloqué. C'est un caractère, en fait. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, je fais juste le lien avec ce que tu fais, mon métier, il est parfait. Mais dans le sens où, en fait, ton métier, il a l'image de qui tu es, dans le sens où, s'il y a quelque chose qui est bloqué, tu vas débloquer, en fait. Absolument. Moi, j'ai réussi à monter dans un avion sans billet d'avion. Ça, il faut me l'expliquer. Oui, mais parce que... C'est la force mentale, ça. C'est ça. On a réussi à prendre des avions qui étaient impossibles. Ok. Mais t'es pas forcément un bourrin. Non. Parce que moi, j'ai vite compris que la violence, ça apporte rien. Okay. Ça apporte un non. Et j'ai compris que la diplomatie et la gentillesse, on peut tout avoir. Tout. Ça, tu l'as appris comment? En regardant notre culture marocaine. Okay.
on n'a pas de pétrole, on n'a rien, on a des pays les plus brillants au monde parce qu'on a la diplomatie. Il y avait une phrase que j'aimais bien que Feu Sa Majesté Hassan II disait, où il n'y a pas de pétrole, il y a des cerveaux. Nous, on a eu l'école, madrasa, comme on disait en marocain. Et d'ailleurs, il y a énormément de talents au Maroc. Malheureusement, qu'on n'a pas les connexions et les réseaux que j'ai, mais ils ont des talents tellement forts que je me dis, mais comment on a autant de culture au Maroc? Moi, je voyage dans le monde entier. Moi, j'aime toutes les cultures. Hein. Attention, je suis américain, je suis français, je suis marocain, mais je suis d'abord citoyen du monde. Donc, j'aime toutes les cultures. Mais il faut avouer quelque chose. Dans le monde entier où je vais, je tombe sur un Marocain qui a une place prédominante. Même s'il vend des graines de sésame, il va être le meilleur du game. Il faut me l'expliquer, ça. Il va te vendre, même si tu n'en as pas besoin. C'est une force quand même, ça. Oui. Non, mais tu as raison, parce que moi, je le vois. À Casablanca, tu es de Casablanca, on a discuté avant. Moi, je suis de Fès, c'est deux villes complètement différentes. Mais c'est des débrouillards. Mais ils arrivent. Il y a un quartier qui s'appelle Dabralef à Casablanca. C'est Patagone. Voilà, on dirait qu'on est à la Silicon Valley. Ouais. J'ai ramené une fois un ordinateur, il me l'a réparé en 10 secondes. J'ai dit, mais t'as fait quoi comme étude? Il m'a dit rien. Il m'a dit, j'ai appris sur Internet. Je dis, comment tu... Je l'ai emmené en France, Apple, ils ont rien réussi à faire. Lui, il a réussi à me débloquer la situation. Oui. Parce que leur vision n'est pas la même. Ils n'ont pas été structurés. Et du coup, alors que dans d'autres pays, on structure les gens. Tu penses comme ça, tu soutes comme ça. Tu vois, comme je te disais au début, moi, j'ai fait une école en ingénieur, en informatique. Donc, tu connais bien. Donc, je connais bien. Et en fait, tu es formaté quelque part. Mais Dabralef, ils sont pas formatés. Ils sont formatés au résultat. C'est ça. Il faut qu'ils arrivent. Délivrer, comme on a dit tout à l'heure. Exactement. Il faut délivrer. Si ça doit mettre 1 heure, 1 journée, 1 semaine, il va te le rendre. Et tellement il a de l'expérience, parce qu'il n'a pas commencé... tu vois, l'école, tu commences après le bac. En gros, tu as 17, 18 ans. Eux, ils ont commencé, ils avaient 6 ans, en fait. Absolument, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, inconsciemment, ils ont déjà cette habitude-là. Les tools, pour eux, et on revient, du coup, à, pour moi, un des traits de caractère du Marocain, au-delà de l'hospitalité, mais qui rejoint, en fait, ce que tu dis, parce que c'est aussi accueillir, tu vois. Il y a l'adaptabilité. Tu lui ramènes un iPhone ou tu lui ramènes un Samsung, pour lui, c'est pas un problème. Ah oui, c'est clair. Alors que ici, tu peux ramener, quand je dis ici, en France ou peut-être aux États-Unis, tu vois, tu ramènes un iPhone, le gars, il dit non, bah, ici, t'es chez Samsung, qu'est-ce que tu me saoules? Absolument. Ouais, c'est exactement ça. Alors que là-bas, il va te dire, tu m'as ramené un téléphone. Parce qu'ils aiment les challenges. Ouais. Et en plus, ce que j'aime, c'est le sourire qu'ils ont. Toujours de la bonne humeur. Moi, c'est un pays qui me ressource énormément. J'ai une maison à Marrakech. J'y vais souvent, justement, quand je suis en période de surmenage. Et je vais là-bas. Ça t'arrive? Bah, beaucoup. Ah oui. Moi, j'ai eu des périodes très compliquées dans ma vie. J'ai eu une période où j'ai pris 3 avions le même jour, 3 pays le même jour. Faut les faire. Hein. C'est pas physiquement, il faut tenir. Et je pense que physiquement, ça va. Moi, c'est plus le mental. Des fois, tu arrives à un moment, le disque dur, il est plein. C'est ça. Tu as besoin de 2 jours. Moi, des fois, je dis à mes collègues et mes confrères, donnez-moi 2 jours. Je me ressource et je reviens et je casse tout. Après, je repars pour 2 mois. Mais de temps en temps, il y a les petits... Ah, nous, c'est inhumain ce qu'on fait. Inhumain. Des fois, on a des journées de 20 heures. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que le repos, forcément, est pas... Ouais, et puis moi, j'ai besoin de me reposer. Moi, je suis un grand dormeur. J'ai besoin de dormir. T'as des gens, ils peuvent dormir 3 heures, ils sont au top. Moi j'ai besoin de mes 7-8 heures. Okay. Ça, c'est vraiment la base pour moi. C'est recharger mon téléphone. C'est comme ça que je deviens créatif aussi. C'est ça. Parce qu'il y a un moment, tu te déconnectes. Absolument. Parce que sinon, t'as la tête dans le guidon et au bout d'un moment... Voilà, puis après, je me suis rendu compte, j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. C'est ça. Ça sert à quoi? Non, mais aujourd'hui, ça sert à quoi? J'arrive à un demi-siècle. C'est énorme, un demi-siècle quand même. C'est beau. Je me dis, mais je suis là, à un demi-siècle. J'ai accompli des choses que des gens en 5 vies ne feront pas. Et je me dis, mais maintenant, qu'est-ce qui compte dans la vie? La transmission. Très important. Donc ça, on y reviendra. C'est pour ça que je suis là. C'est de partager, du coup. Voilà, pour partager. Et en plus, ça t'épanouit quand tu partages. Oui, parce que ça te ressource. Absolument. De l'intérieur. Alors, donc ton père, il arrive du côté de Dijon. Orphelin, 12 ans. Vous arrivez rapatriement familial? Absolument. Ok, classique. Je veux dire pour l'époque. Rapatriement familial. Les frères et sœurs, tu rentres à l'école, du coup? J'arrive en hiver. Ok, donc tu as vu de la neige. Voilà, un Indien dans la ville. J'ai dit, c'est pas pour moi. Il faisait gris. On voyait pas de lumière. Moi, j'étais du Maroc. Je mangeais de la pastèque. Je mangeais des fruits incroyables. Je dansais. Je faisais du foot. J'avais une vie extraordinaire. Parce qu'en fait, quand t'es enfant, t'as pas besoin de bien matériel, en fait. C'est vrai, ouais. T'as besoin juste de rigoler. Et là, j'ai quand du cheval. Tu vois j'arrive, je vois des cités.
Des cités. Hein. Donc, ça, j'oublierai jamais. Okay. Ah oui, cité, ghetto de hood, comme ils disent les Américains, communauté gitan, communauté arabe, communauté noire. C'est violent. Okay. En plus, moi, j'étais dans la 3e plus grosse cité de France, ça s'appelle Chenauve. C'est où il y a eu les événements avec les Tchétchènes, je sais pas si t'as vu sur BFM. Ouais. Ben, moi, je viens de là. D'accord. Du milieu, là, en plein milieu, Chenauve. Okay. Donc, j'ai vu des choses violentes quand j'étais jeune. Mais j'étais pas heureux d'être en France, moi. Moi, je voulais rester dans mon petit village, à m'amuser avec mes chevaux et voilà. Tu comprends pas le déracinement quelque part? Moi, je comprends pas, mais mon père, il me dit que c'est bien pour moi. Il a eu raison, en fait, quelque part, parce qu'aujourd'hui, je serais un berger au Maroc. Mon père m'a dit, tu serais resté, tu serais berger. Voilà, tout simplement, tu garderais des chèvres. Donc, je rentre, l'adaptation est très dure, parce que je parlais pas du tout le français. Et t'as quel âge, rappelle-moi? Je dois avoir 6-7 ans. D'accord, donc ça veut dire pas de maternelle, pas de tout ça. Donc ça veut dire que tu parles pas français en soi. Pas du tout. Donc t'arrives, tu parles. Je viens pas de Casa où le français est parlé. Moi, je viens d'un petit village, d'un douar, un paysan quoi. Et donc je rentre. Donc t'as dû t'adapter. Ah, du matin, c'était dur, l'adaptation était dure. Je me souviens, c'était très dur. Mais en même temps, ça commençait à être sympa parce que je voyais des structures. Alors nous, dans les cités, d'habitude, il y a des terrains de foot. Nous, je sais pas pourquoi, il y avait un gymnase de gym, ça s'appelait Gymnase Illucurel. Donc c'était un gymnase où il y avait des agrès. D'accord. Et nous, donc toute la journée, on passait nos journées au gymnase. C'est là où je me suis découvert un talent d'acrobate. Ok. Donc toi, tu sens qu'il y a ce talent-là, tu es meilleur que les autres, entre guillemets. Absolument, j'ai des aptitudes vraiment. Et donc, c'est ce qui ouvre la porte de la danse? Absolument, parce que moi je sautais dans les arbres partout, au bled. J'arrive ici, je vois un truc très propre avec des cubes, je dis c'est bien si on tombe sur les cubes et tout, parce qu'il y a des protections, des tatamis et tout. Et en fait, je me suis blessé. Une grosse blessure de la mâchoire, en sortie de barre parallèle. Et mes parents ils m'ont dit tu fais plus du gym, parce qu'on n'a pas envie de te ramener à l'hôpital. Là, ça va, t'as été à l'hôpital. Prochaine fois, c'est peut-être plus. Donc j'ai dit qu'est-ce qui se rapproche de la gym, qui est moins dangereux. Ok. Donc tu fais le lien avec la danse. D'abord, et en fait, j'étais amoureux d'une petite qui habitait à côté de chez moi, qui allait à la maison de la danse. C'était en face de chez moi aussi. C'était une espèce de petite école de danse. Et moi, je voulais l'impressionner. Donc, j'ai été dans cette école. Je l'ai suivi. Attends, ça m'intéresse. J'ai voulu l'impressionner. Toujours. Ça veut dire que quelque part, impressionner, c'est montrer que tu es capable de faire quelque chose, Absolument. ou en tout cas d'attirer l'attention. Parce que dans cette vie et dans cette condition sociale, j'avais pas de voiture, j'avais pas de maison, j'avais pas de montre, j'avais rien. J'avais que moi et mes jambes. Donc ça veut dire que tu as vu les autres avoir des montres, des voitures, des machins et tout, et tu as vu toi, t'avais rien, donc il a fallu que tu ailles chercher en toi quelque chose pour attirer en tout cas autant le regard. Donc quand je suis arrivé à l'école, je pensais être bon, mais j'étais pas bon en fait. J'ai pris une claque monumentale parce qu'en gym, je pensais avoir un bon niveau, mais ça n'a rien à voir en fait. Si oui, il y a les équilibres, il y a les sauts, il y a un peu de stabilité statique, mais c'est une autre culture. Oui, c'est une structure qui est différente. Et le problème, c'est que les gens, ils savent pas ça, mais dans la danse, tu as peut-être une trentaine d'élèves par cours. Dans les 30, tu as 30 filles. Donc dans les 30 filles, tu as 2 groupes. On appelle ça le groupe A, le groupe B. Donc 15A, 15B. Et 3C, c'est moi. Il n'y a pas d'autres garçons. Donc tout le monde me regarde. Okay. Donc des petits rires, des petites moqueries. Absolument. Et on a quand même une fierté, les Marocains. Ce côté très fier. Donc ça te nourrit finalement. Ah, ça me nourrit. Ah bah oui, parce que moi je dis toujours, il y a 2 manières de prendre. Les moqueries. Au départ, moi je dis toujours, j'adore cette phrase. Au départ, on est moqué. Après, on a peur de toi. Et quand on veut te copier, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à Schopenhauer qui dit toute transformation, en tout cas, passe par les 3 phases. Au départ, c'est ridicule, dangereux, et puis après, c'est évident. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, en fait, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu parce que au départ, c'était catastrophique. Et ce qui est génial, c'est que cette haine, je l'ai transformée en positif. Donc, je dis toujours aux gens, il y a toujours une raison. Moi, j'aime beaucoup ce côté maktoub. Je suis un peu mystique. Mais ça, tu le dis parce que tu as du recul aujourd'hui. Mais au moment où tu l'as, tu vois qu'il y a des moqueries parce que tu parles pas français, parce que tu fais des trucs. Tu te sens exclu quelque part. Complètement. Parce que c'est marrant de lier le gamin qui est exclu avec celui qui va faire un réseau demain. Mais ce côté de peur, j'avais ce côté peur. Peur de mal faire. Parce que si tu fais mal, ça veut dire que... En fait, on revient toujours à la même chose, la genèse. Mon père est venu du Maroc. Il nous a mis une pression involontaire. Il nous a jamais mis une pression volontaire. Mais il a dit quoi? Mais il disait, moi je me casse la tête toute la journée à l'usine à travailler.
Vous êtes là à regarder la télé, regarder des dessins animés. Des Goldorak. Ouais, des Goldorak et des XOR. Ouais. Et vous mangez du banania avec du lait. La vie, elle est belle. Et lui, il partait avec sa petite gamelle au travail. Et en fait, cette espèce de différence, on l'a mal vécu, nous. Quoi qu'on dise, on l'a mal vécu. T'as senti quoi? De la culpabilité, hein, oui, absolument, c'est le mot. que toi, quand t'es en train de regarder Spectroman ou XOR, voilà. T'es en train de te dire, elle est belle, et tu vois ton père qui rentre à 19h. Il y a un proverbe sénégalais qui dit, si tu ne fais pas mieux que ton père, honte à toi. Elle est géniale, cette phrase. Ouais, ça veut dire que tu dois upgrader tout le temps. Donc, il payait une cotisation qui était ridicule à l'époque. Peut-être 30 francs l'année. Ouais. Mais pour lui, 30 francs, c'était beaucoup. Avec 30 francs, il achetait des kilos de pommes de terre, des kilos de tomates. Donc, quand il payait cette cotisation pour me faire plaisir parce qu'il m'aimait, je devais pas, moi, m'amuser. Et je voyais d'autres élèves qui s'amusaient. Ils s'en foutaient. C'était des fils de... Ça t'a obligé à être sérieux, entre guillemets. Voilà. Hein. Non, mais moi, je l'ai pris comme une sortir de ma condition sociale. Okay. Je savais, je sais pas pourquoi, ça, je remercie Dieu tous les jours, à 13 ans. Okay. C'était pas 7 ans, 8 ans, c'était 13 ans. Je me souviens, je me suis dit, là, t'as une brèche. C'est fou un stage-là d'être aussi mature. Tu te dis, t'as une brèche, ça veut dire je savais que j'allais m'en sortir grâce à la danse. Ok, donc du coup, je le savais. Tapis. Parce que j'avais pas d'option B. Ouais. On dit toujours, faut pas d'option B. Faut une option A. Et si t'échecs, c'est option A aussi. Okay. Parce que si j'ai l'option B de l'école, je me dis, bon, si je suis pas bon en danse, c'est tout le temps ça qu'on me répétait. Mais attention, aujourd'hui, c'est un métier. Oui, mais à l'époque, c'était pas un métier. Elle va pas avec ton identité à toi. Parce que t'es quelqu'un qui débloque quoi qu'il arrive. C'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas d'option B. C'est ce que je disais. J'avais pas dans ma tête de me dire, parce que moi, on me disait quoi? Ça, c'était les profs qui me disaient ça à l'époque. Parce qu'ils savaient que j'étais en conservatoire, donc j'avais des horaires aménagés. Le matin, j'allais à l'école, l'après-midi, j'allais à la danse. Okay. Quand je commençais à avoir un niveau sympathique. Et la première phrase, je me souviens toute ma vie, une prof m'avait dit, mais si ça marche pas, tu fais quoi? Donc l'option B. Et ce que je lui ai répondu, j'oublierai jamais. Mais ça marchera. T'es déterminé. Non, mais je l'ai regardé dans les yeux à 13 ans. Je me rappelle, c'était ma prof d'histoire. Je sais plus son nom, mais j'aimerais bien le retrouver pour un jour lui envoyer une lettre. Et lui dire, je lui ai dit, mais ça marchera. Pour moi, j'étais déterminé. Pour moi, il n'y avait pas d'option. Peut-être la jeunesse aussi, on est téméraire quand on est jeune. Je pense qu'on se rend pas compte. Bah, le risque n'est pas le même. Le goût du risque, tu vois. Il n'y a rien à perdre en plus. Bah, tu pars d'en bas. Voilà. Tu peux juste, quand tu as tout, tu peux tout perdre. Mais quand tu n'as rien à perdre, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. Oui. Et donc, je l'ai regardé. Et c'est tous ces. Et je me souviens, mon père me l'avait dit aussi. Mon père m'avait dit, mais. Parce qu'à l'époque, c'était pas un métier. Une famille marocaine, musulmane, la danse. Dis-moi le rapport. Il n'y en a pas. Tu montes en l'air, tu descends en l'air, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À l'époque, je te parle ça il y a 35 ans. Ouais. T'aurais été chanteur que ça passait mieux. Mais même c'était un travail de saltabanque. Mais oui, non, mais à l'époque, il n'y avait pas Star Academy, c'était pas un métier. Non. Bah, de toute façon, moi, à chaque fois que je disais, parce que j'ai commencé à gagner très bien ma vie, très jeune. À 18 ans, je gagnais plus que mon père, 2 fois plus que mon père. Et les gens, ils me disaient, je me souviens à l'époque, il n'y avait pas MySpace, il n'y avait pas Facebook, ça n'existait pas tout ça. Tu fais quoi dans la vie? Je disais, je suis danseur professionnel, c'était mon mot. Et je me rappellerai toute ma vie. On me disait, et tu fais quoi à côté? Pour eux, c'était pas un métier. Okay. Je gagnais 2 fois le salaire de mon père. J'avais 18 ans. Mais le fait d'être danseur, parce que du coup, il y a 2 choses qui se passent. Tu sors, on va dire, du cycle scolaire standard, tu vas vers la danse, et je gagne le premier prix du conservatoire, donc qui est le Graal, qui est le championnat du monde de la danse. Donc techniquement, tu es validé. Donc, il y avait 240 candidats. Je suis numéro 1, premier. Okay. Donc je gagne ce concours. Avec ce concours, on m'attribue une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes le concours? Déjà, le jour où je l'ai gagné, j'y croyais pas. Il fallait que je me réveille le lendemain. Il fallait que je digère. C'était dur de le gagner ou pas? En fait, à cette époque-là, j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui. Oui. À cette époque-là, je me prenais pour le roi du monde. C'est très important d'avoir confiance en soi. Surtout en danse, surtout dans l'art. Parce que si dans l'art, tu te dis pas les autres, c'est le déluge, après moi, c'est le déluge, t'as 0 chance de réussir. Parce qu'il faut être sûr de toi. Il faut que le pas, il soit affirmé. Mais la vague de la réussite, tu l'as eu parce qu'en fait, t'as dû voir ton niveau où tu te dis, bah tiens, on va dire qu'il y a une battle, et tu vois que t'es bon. Donc cette confiance, elle arrive. Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a un jury. Ouais. Et le jury, ça peut être subjectif. Donc moi, je pensais pas que j'allais gagner. Moi, quand ils ont commencé à donner les prix, 3e,
J'ai vu que j'étais pas troisième, je dis c'est mort. Deuxième, non, hein. Et quand ils m'ont dit premier, ils m'ont appelé sur scène. T'es étonné? Ah, j'étais étonné. Okay. Il y avait beaucoup de monde. 240 candidats, c'est beaucoup quand même. Je crois qu'ils ont aimé quoi chez toi? Bah, ils ont mis une observation. Créativité. J'ai eu 9,6, je crois, sur 10. Parce que tu as des notes techniques. Créativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi à apporter autre chose, voilà. J'ai créé une espèce de technique par rapport à ce qu'on nous avait appris au conservatoire. J'ai ramené une histoire. Il y avait une histoire dans ma chorégraphie. Donc, alors que les autres, ils étaient tellement dans la technique. Donc, je reviens encore au truc, je fais le lien. Quand on te met dans un tunnel, toi, tu regardes ce qui se passe à côté. Absolument. Et tu es toujours en train atypique. Voilà. J'ai un parcours atypique. Donc, finalement. Donc j'ai gagné. Ma note qui m'a aidé, c'est la créativité. Donc, j'ai gagné et après, je suis parti à New York. À 16 ans. T'es parti à New York parce que t'as gagné ou Avec la bourse, ça s'appelle le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il t'attribue une bourse pour aller étudier à Broden Center, qui est la plus grande école du monde. Okay. Del Mundo. Donc là, on a le Graal. Donc tu et là, je suis reparti encore du à village et tu te retrouves à... Ah bah, c'est le grand écart. Ouais. C'est-à-dire le Marocain à Times Square. Ouais. C'est rien à voir. Premier Marocain de l'histoire. Quand tu dis marocain, ça veut dire que l'identification à la France, elle vient plus tard ou elle vient pas ou J'aurais toujours eu alors la France, pour moi, c'est le pays qui m'a accueilli, qui a accueilli mes parents, qui m'a propulsé où je suis aujourd'hui. C'est grâce au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un gouvernement français qui m'a donné la bourse. Donc, mais j'ai jamais réussi à m'adapter à la France. Je me suis jamais senti français. Jamais. Ce qu'encore aujourd'hui. Jamais. Quand t'es aux je me sens plus américain. Voilà. Parce qu'américain, c'est même pas une appartenance, c'est une culture. Je me sens marocain, très fier de venir du Maroc, mais je suis plus proche de la culture américaine. Quand tu prends le Maroc et les US... C'est presque pareil. Voilà. Il y a une similitude. C'est ce qu'on dit de moi, on dit tu es amoricain. C'est pas mal, non? Ouais. On le dit américain, amoricain. Mais tu sens qu'en France, c'est beaucoup plus... C'est des codes qui sont différents, en tout cas. Je me suis senti toujours différent des Français. Est-ce que tu t'es senti bloqué en France? Alors, ce qui est génial dans la danse et dans le sport en général, c'est la compétence. Ok. Moi, je me souviens quand j'étais au concours, ça m'avait marqué par contre. Ça m'avait beaucoup bouleversé. On parle de beaucoup de psychologie là, parce que c'est rare que d'ailleurs, je te remercie de pouvoir creuser des sentiments comme ça. Quand j'avais été au concours, j'avais été très blessé. Parce que tous les parents étaient venus sauf les miens. Bah oui. Bah oui, mais ils sont pas venus parce qu'ils t'aiment pas. Non. Ils sont venus parce que attention, pour eux... mes parents, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Oui. Et je pense que moi, je suis les personnes qu'ils aiment le plus au monde. Mais ils comprenaient pas. C'est ça. Et je leur ai même pas dit. Oui. Mais c'est par peur de perdre. Encore une fois. Okay. Je me suis dit, si j'y viens au concours et mes parents me voient perdre devant eux, je vais les décevoir. C'est toujours avoir peur de les décevoir. Donc, quand j'ai été, c'était loin de chez moi, c'était à Lyon. Moi, j'habitais à Dijon. J'avais été en train. J'avais fraudé le train. Que j'ai pas les moyens. Ils prenaient en charge le logement et j'avais fraudé le train. T'imagines déjà à cet âge-là? Je crois que et quand j'avais été, je me souviens toute ma vie, tu voyais tout le monde qui embrassait leurs enfants avant de passer sur scène. Vas-y, ma chérie, mon chéri. Et moi, j'étais tout seul. Et j'essayais de me rassurer que ce que je faisais, je répétais mes pas. Parce que c'était la seule chose qui me tenait. Donc mais émotionnellement, j'étais pas bien. Ouais. Mais c'est normal. C'est là où je me suis dit, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui que j'ai des enfants, ils font de la danse, ils font du piano, ils font du cheval et tout. J'aime bien être présent avec eux dans leur activité. Ah, il y a un lien entre l'absence. Je compense même un peu trop. On est d'accord. Un peu trop. Oui. Et ça peut avoir d'autres conséquences. Voilà. Donc je vois ma fille, elle me dit, mais papa, c'est bon, attends-moi là. Non, je t'aime. Je leur dis beaucoup, je t'aime. Mes parents, mais ils m'aimaient. Mais ils m'ont jamais dit je t'aime. Les parents, c'est de la pudeur. La même génération. C'est la pudeur. C'est-à-dire qu'avec la religion, avec la pudeur, avec les coutumes, ça se dit pas en soi. Tu vois. Mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas. Mais maintenant, ils me le disent. Parce qu'ils ont changé. Parce qu'ils ont vieilli et parce qu'ils sont mûris. Oui. Mes parents, ils me disent je t'aime. Oui. Mais ils me disaient pas quand j'étais petit. Avant. Non, mais ils me le montraient. Ah, mais ils te le montrent comment? Ils te mettaient sur les genoux, ils faisaient des bisous, ils t'achetaient des cadeaux, exactement. Ils te donnaient des bons plats, ils me donnaient des chocolats, et ils me serraient dans les bras. Mais le verbe n'était pas là. Non, jamais. J'ai jamais dit mon père me dire je t'aime. Oui. Jamais. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à le dire, moi, après. Okay. Pendant des années. C'est normal, parce que tu as été éduqué comme ça. Mais mes enfants, maintenant, c'est relax. Ok. Donc là, tu es aux US, du coup... Alors, aux US, un Indien dans la ville, Marocain de cité,
J'étais l'homme le plus heureux du monde. Alors là, tu m'aurais donné 1 milliard, je ne les prenais pas. J'étais trop bien à New York. Mais tu étais bien parce que tu étais différent. Dans mon élément, avec d'autres gens comme moi. Parce que les Américains, ils sont comme nous. Ça veut dire qu'ils sont comme toi, ils sont comment? Ils sont souriants, ils sont positifs, ils sont curieux, ils sont créatifs, ils sont très, très, très humains, les Américains. Tout le monde croit que c'est pas des gens, c'est des gens très humains. Et moi, j'étais accueilli sans argent, musulman. Ils ont respecté mes rites, etc. Alors qu'ils auraient pu me juger à l'époque. On parle de ça il y a 30 ans. Très cool, très rigolo. J'adore les Américains. Toujours le sourire, le Hollywood smile. Et ce que j'aimais beaucoup aussi dans les cours, moi j'ai été élevé à la dure en France, parce que le conservatoire c'est très rigide, c'est très français. J'avais un directeur du conservatoire qui s'appelait Serge Chauffour. Je me souviens, il arrivait, on était tous glacés, on avait tous peur. Il avait un bâton dans les cours, il tapait avec le bâton. Là-bas, ça n'a rien à voir. Et en France, on te rabaisse beaucoup. Aux États-Unis, on te disait toujours well done. Ce mot-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Well done, c'est-à-dire c'est très bien. Alors que des fois, c'était pas parfait. C'était naze, mais ils te disent... En fait, aux États-Unis, on a une culture de te motiver. Alors qu'en France, on a une culture de te casser. Parce qu'on cherche l'excellence en France. Par exemple, en France, il fallait arriver avec les tenues, il fallait arriver avec les cheveux comme ça, les chaussures. Aux États-Unis, je voyais des mecs arriver avec des jeans en cours. J'avais jamais vu ça. Des jeans, des baggy à l'époque. Mais c'était des tueurs, les mecs en danse. Hein. Mais ils arrivaient avec un baggy, parce qu'ils étaient à l'aise. Ça veut dire que, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le contenu et le contenant. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence. C'est ça. Et le contenu. C'est ça. En France, on va te mettre dans un moule en te disant, il faut que tu sois là, que ça soit bien. Alors que là-bas, la créativité, habille-toi comme tu veux tant que tu as l'expertise et tant que t'es bon. C'est ce qui nous intéresse. Tant que t'es bon. Moi, j'avais passé une audition une fois aux États-Unis, ça m'avait marqué, pour donner des cours. À côté de mes cours, je donnais des cours. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que j'allais dire, comment tu vivais là-bas? J'avais la bourse du ministère de la Culture. Non, non, j'étais boursier. Donc j'avais un minimum vital. À l'époque, c'était $350 par mois. Là, t'as quel âge à peu près? J'ai 16 ans et demi. Donc à 16 ans, t'es déjà aux US? Je suis déjà aux US. Donc on t'a ouvert une porte que j'ai jamais voulu refermer. Jamais fermé d'ailleurs. Voilà. $350 par mois à l'époque pour manger et loger par le Woodland Center. C'était pour survivre, quoi. Mais je mangeais bien. À l'époque, c'était beaucoup, $350 pour un enfant. Pour pouvoir manger à la cantine et tout. Et moi, je me suis dit, je vais donner des cours pour pouvoir avoir plus d'argent. Parce qu'ils faisaient tout ça, les élèves à l'époque. Donc, j'étais passé une audition et tout. Ça s'est très bien passé et tout. Et après, je vois le directeur de l'école de danse. Et ça, c'est très américain. Et je m'assois et je lui dis, je sors mon CV. Je lui disais, premier prix du conservatoire. Il prend le CV et il le pousse sur la gauche. J'oublierai jamais. Et il me regarde dans les yeux. Chaque mot, des fois, ça compte. Il me dit, ça, c'est ce que tu as fait avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es capable de faire demain. Je dis, ah ouais? Je dis, mais je commence quand? Il me dit, mais tu as déjà commencé. Je dis, pourquoi? Il me dit, ça a duré plus de 10 minutes l'interview, tu as déjà commencé. Autrement, je t'aurais même pas reçu ça. Et ça, j'ai adoré cette culture. Cette mentalité américaine de dire, you want it? Do it. Tu vois, tu veux, fais-le. On te donne ta chance, en fait. Ouais. Aux États-Unis, c'est 100% sûr. N'importe quel être humain qui va aux États-Unis, qui est courageux, il fait de l'argent. Il a besoin de quoi? De courage. Courage, détermination, ambition. C'est les 3 mots. D'accord. Donc, tu as le courage, détermination, ambition. Aux US, tes portes, elles s'ouvrent, en fait. Mais en France, normalement, ça devrait être comme ça. Mais sauf qu'il y a c'est archaïque, il y a des générations. C'est hiérarchique. Et voilà, c'est anarchique. Il faut qu'il y ait des castes. En France, ils aiment les castes. On n'a pas eu un roi pour rien. On lui a pas coupé la tête pour rien. Donc, il y a des castes. Il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait le peuple. C'est ça. Ça se ressent même au niveau politique. C'est comme ça. De toute façon, tu regardes, tu vois j'allais dire le rond-point des Champs-Élysées, comment ça a été cartographié. Bravo. Ça montre bien il y a la puissance. Tour Eiffel pour montrer qu'on est puissant. C'est comme ça. C'est ça. Alors qu'aux US, donc du coup, tu vas dans... Donc là... je suis dans mon élément. T'es dans ton élément. Mais comment tu passes de danseur à... L'étape d'après, c'est quoi? Tu deviens... Alors, il y a beaucoup d'étapes. Parce qu'en vrai... Alors d'abord, t'es danseur. Ouais. Apprenti danseur. Danseur. De danseur, tu passes assistant chorégraphe. C'est-à-dire qu'il y a le grand chorégraphe, on va dire le maître des cérémonies, tu es à côté de lui. Et tu l'indiques un peu, mais tu continues à danser dans la troupe. Tu es toujours dans la troupe, mais tu es à côté de lui. Donc tu es un peu le premium. On va dire, c'est avant le business class, c'est le premium. Après, tu deviens le chorégraphe, naturellement. De chorégraphe,
L'étape suivante, c'est directeur artistique. C'est quoi directeur artistique? Tu as la chorégraphie qui représente 50% de ton activité. Et après, tu fais de la scénographie. Donc, tu vas gérer les lumières, tu vas gérer le stylisme, tu vas gérer la scène. Donc, ton scope, il grandit. Ah oui, moi, je suis en perpétuelle évolution toute ma vie. Encore aujourd'hui. Je fais encore plein de nouvelles choses. Et donc, de chorégraphe, tu fais directeur artistique. Et j'ai le coup de chance de ma vie. Je tombe sur l'artiste qui était la plus médiatisée à l'époque. C'est bien, on est la même génération. Ophélie Winter. Oh. C'était la star des stars. Dieu m'a donné la foi. Voilà, Dieu m'a donné la foi et Shame on You, tu te souviens? Ouais, très bien. J'arrive au meilleur moment où elle est au pic de sa carrière. Elle me dit, je veux ce chorégraphe. En parlant de toi. En parlant de moi. J'étais américain dans la tête, je venais des États-Unis, j'avais le côté hype. Ouais. C'est comme ça que j'ai réussi, moi, en Europe. Okay. C'est que je venais des États-Unis. J'avais travaillé avec Steve Wonder, Ricky Martin, Usher, Janet Jackson. Donc j'arrivais, j'étais le chorégraphe américain. Le seul qui a fait le bridge. Une singularité, en fait. Voilà. Puis ça faisait bien d'avoir, à l'époque, ça faisait bien de dire je travaille avec Mani. Oui. Parce qu'il a travaillé avec des stars américaines. On va revenir sur Mani. Mani Nordine. Mais Mani. Alors je t'explique d'où ça vient. Voilà. Mon vrai nom, mon prénom, c'est Noureddine. C'est même pas Nordine. Je l'ai encore simplifié, Nordine. Ouais. N-O-U-R-E, 2-D-I-N-E. Alors, en France, je te donne le challenge de l'écrire. Imagine-toi aux États-Unis. Ok. Imagine-toi de le prononcer. Noureddine, ça se dit. Donc déjà, pour le prononcer, c'est du impossible. Ok. Donc, comment je suis arrivé à Mani? Mon nom de famille, c'est Damani. Donc, j'ai retiré la particule Da et j'ai gardé le Mani. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça, en fait? C'est quoi qui t'a poussé à ça? Ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Tout le monde croit que c'est avec Scarface et tout. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais tout le monde dans le subconscient. Rien à voir. C'est mon nom de famille, Damani. Okay. C'est mon vrai nom de famille, Damani. Okay. Donc, quand je le disais aux États-Unis, Noureddine Damani. Tu le dis en américain, c'est The Damani. Non, ouais, Damani. Même Damani, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Ok. Et en fait, c'est une fois, j'étais au téléphone, c'est trop marrant, avec une voiture de location, Hertz, à New York. Et je leur disais, what's your name? Ils disaient, Mr. Damani. Mani? J'ai non. Parce que Manuel, les latinos, ils s'appellent Manuel, et leur diminutif, c'est Mani. Et c'est resté, en fait. Et il avait mis sur le contrat de location Mani. Je dis, non, c'est Damani. Et il réécrivait Mani. Donc je dis, à mon avis, je crois que les Américains, il faut qu'ils aient ça. Mais toi, ce que tu as fait, du coup, c'est que tu t'es adapté. J'ai surtout marketé mon nom. Ouais. Le fait que ça soit Mani. Mais tu le savais? Dans leur tête. Ou tu voulais que ça soit simple? Voilà. Inconsciemment. Je me suis dit, je veux qu'on se rappelle de moi. Il y a une phrase qui dit, travaille tellement que tu n'auras plus besoin de te présenter. Ben moi, j'avais encore besoin de me présenter parce que personne ne me connaissait. Donc, j'ai dit ce mot Mani. C'est resté, c'est devenu, tous les artistes, ils se passaient mon nom. Mais du coup, Mani, c'est un surnom. Tu considères que on t'appelle Mani et tu dis OK, ou tu considères que les gens parlent de ton nom de famille que toi, tu sais que tu as réduit, en fait? Ou est-ce que c'est un surnom pour les gens? Ils se disent Mani, c'est toi, tu vois? Mani, c'est l'artiste. Damani, c'est le vrai personnage. Ça marche. Donc ça, je suis pas schizophrène. Quelque part. Voilà. Je suis pas schizophrène. Par exemple, ma mère m'a jamais appelé Mani. Ouais. À l'époque, les gens, ils appelaient au téléphone chez moi. Ils disaient plus parler à Mani. Ils disaient, il n'y a pas de Mani. Ma mère, elle voulait pas au début. Elle dit, il y a Nordine, tu veux lui parler? Elle savait que c'était moi, Mani, hein, mais elle voulait pas. Elle voulait pas accepter que j'ai changé de nom. Donc les gens t'appellent pas Nordine, ni ils donnaient pas ton nom, ils disaient Mani. Donc en fait, ça veut dire que en termes de marque, c'est très récent, Mani Nordine. Hein. Ça a 2-3 ans. C'est un journaliste qui l'a mis aux États-Unis, et après tout le monde l'a repris. Mais personne m'appelait Nordine, personne. D'accord. C'est-à-dire aux États-Unis, tu dis Nordine, c'est toi, t'as accepté dans le sens où c'était OK pour toi. Moi, c'était un tool, c'était un outil. Je me suis dit, pourquoi je vais aller prendre la tête aux gens à leur répéter 5 fois mon nom? Déjà, ils vont pas le retenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se rappellent de moi. Quand tu parles à Jay-Z ou quand tu parles à Snoop Dogg ou à 50 Cent, il faut que ce soit easy. Donc, que ce soit Mani ou pas Mani, l'important, je sais qui je suis. C'est ça la question. Je renie pas mes origines. C'est ça. Tout le monde sait que je suis musulman, je suis fier de le dire, je suis marocain. Je pense qu'il y a assez de médias qui le savent. Mais ce qui compte, c'est qu'ils se rappellent de moi. Moi, j'avais ce besoin d'amour en disant, je suis là. Vous vous rappelez de moi. Donc, si je me serais appelé, je sais pas moi, Johnny ou je m'en fous. À la rigueur, c'est pas très important ça. Ce qui est important, c'est ce que je vais délivrer. T'étais le plus préféré des enfants? Moi, je pense que c'est bizarre ce que je vais te dire, mais mes parents aimaient vraiment tout le monde pareil. D'accord. Alors moi, j'ai quitté ma famille très jeune. Faut pas oublier que je suis parti à 14 ans du foyer familial. Donc moi, je suis l'enfant parfait. L'enfant qui n'a pas ramené de problème.
parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voir des crises d'adolescence. J'en ai pas eu d'ailleurs. J'ai eu 0 crise d'adolescence dans ma vie. L'enfant qui n'a pas demandé d'argent. L'enfant qui leur a acheté une maison. Qui ramène de l'argent. Qui leur a acheté une villa. L'enfant avec qui on n'a jamais eu de friction. Parce que dans les familles, il y a toujours des frictions. C'est dans toutes les familles du monde. L'absence ne crée pas de friction. On dit toujours la meilleure famille, il faut l'avoir de loin. D'accord. Donc moi, ils n'ont pas eu cette histoire d'embrouille. Moi, j'ai jamais eu de conflit avec mon père. Parce que quand j'étais jeune, j'étais tout le temps à la danse et au sport. Ma mère, c'était la mère aimante. Mais j'ai pas eu ces crises d'adolescence que mon frère a eu, mes sœurs, les conflits, mais pourquoi lui va là? On n'a pas eu tout ça. Mais à qui tu voulais montrer que tu réussissais? À mes parents. C'est un complexe. Moi, je dis toujours, je suis pas un riche, je suis un ancien pauvre. Elle est belle cette phrase ou pas? Ouais. Je suis un ancien pauvre toute ma vie. C'est-à-dire que je suis le seul mec, je crois, de mon niveau qui regarde les prix. C'est ça. Alors que j'ai pas besoin de regarder les prix. Tu sais que je rentre dans un magasin, n'importe lequel, je regarde les prix. Mais j'ai pas besoin. Si je veux une veste comme toi, je l'achète, je te donne ma carte. Mais non, c'est parce que je respecte trop l'argent. Mon père, il travaillait, il gagnait 5 000 francs par mois. Avec 5 enfants. Ça faisait 700 € aujourd'hui. Et on a manqué de rien. Hein. On a manqué de rien. Mais aujourd'hui, quand t'es avec des célébrités, on dit souvent, tu sais, à Rome, fais comme les Romains. C'est-à-dire que si t'as des gens qui sont habillés, qui ont des montres, des lunettes, etc., il y a un moment, il faut pas qu'il y ait forcément un décalage. Donc, tu vas être amené à avoir un peu le même environnement. Alors, c'est très bien que tu soulèves ce sujet, très intéressant, une très belle question d'ailleurs. Je l'avais dit dans un reportage en Allemagne, c'est pourquoi les artistes, ils me respectent, moi. D'abord, la clé. Moi, personnellement, j'ai compris très vite ce système. C'est Marocain, on s'adapte. Il y a toujours une phrase qui dit, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intelligents, c'est même pas les plus forts qui réussissent, ceux qui s'adaptent. Les dinosaures, ils ont disparu, les mythes, elles sont encore là. Les stars, j'avais compris un truc au début. Je vais te dire une phrase, tu vas rigoler. C'est bien les petites anecdotes comme ça croustille comme ça. La première fois que je travaillais avec une grosse star américaine, je savais les codes. Je dis, lui, c'était Puff Daddy, à l'époque. C'était la plus grosse star du monde. C'était le dieu sur Terre. Il se trimballait avec un Boeing 747 pour voyager, pour te dire la puissance du mec. C'est pas le premier milliardaire... C'est même sûr, c'est le premier milliardaire noir rappeur. Et il voulait me rencontrer. Par des amis en commun, du business et tout. Moi, j'avais compris. Je dis, lui, il va vouloir me rencontrer. Déjà, il va me dévisager d'en bas en haut. Qu'est-ce que j'ai fait à New York? L'histoire, elle est folle. Elle est folle. J'ai appelé un copain à moi que je connaissais, un juif, très riche. Je lui ai dit, je vais te demander un service. Il m'a dit quoi? Je veux que tu me prêtes ta Rolls. Il m'a dit, mais moi, je prête pas ma Rolls, Mani. J'ai dit, non, il faut que tu me prêtes ta Rolls. Il m'a dit, je te la prête à une condition. Il m'a dit, je te la laisse avec mon chauffeur. J'ai dit, mais c'est encore mieux. Excellent. J'avais compris la force du marketing. D'accord. Je suis arrivé en Rolls Ghost blanche. Je lui avais emprunté une montre. À l'époque, c'était une Rolex, je sais plus quoi. J'avais loué un costume, parce que ça se louait aux États-Unis. Versace, je me rappellerai toute ma vie. Et je suis arrivé en rendez-vous comme ça. Il a été tellement impressionné. C'est dit un agent qui arrive en Rolls. Ça n'est jamais arrivé. C'est les Américains, ils viennent pas en Rolls. Ils vont venir maximum Mercedes, S-Class, lui, la star. Maybach. En fait, ce que j'ai fait, je l'ai frustré. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, il en revient pas. Il m'appelle Manny Fresh. Tout le monde le sait dans le métier. D'ailleurs, tu regardes dans les vidéos, quand il poste sur moi, il dit, Manny Fresh, Manny pas. The Frenchie, il m'appelle. C'est pour ça qu'il m'appelle Manny French. Et quand il me voit, il me dit Fresh. En fait, il m'a vu, il a dit, ce mec-là, il a un truc différent. Mais c'était pas à moi. Et c'était un coup de poker. Mais en fait, ça s'est passé entre lui et lui. C'est une stratégie. C'est ça. Il s'est dit quoi? C'est pour ça qu'il faut le lifestyle. Moi, j'appelle ça le lifestyle, plus que l'argent. Parce que l'argent, je sais pas combien tu as sur ton compte. Tu sais pas combien j'ai sur mon compte. Et peu importe. Ce qui compte, c'est de se dire he's wealthy en anglais. Tu connais l'expression? Ça va pour lui. Mais après, c'est quoi la différence entre 10 millions et 100 millions? Il y en a pas. Les gens, ils pensent à... Les gens, des fois, c'est pas des gens intelligents. Qu'est-ce que tu vas voir? Mais tu peux manger qu'un steak par jour. Une fois que tu as une Ferrari, tu as une Lamborghini, tu as une Rolls, tu as une Maybach, tu as une Bentley, un yacht, tu vas pas mettre 3 montres. Mais le yacht, tu peux le louer. Qu'est-ce qu'il va savoir? Il va voir le matricule pour savoir c'est à toi. Et même si c'est pas à toi, et alors? Tu as le lifestyle. Ce qui compte, c'est le lifestyle. Tu peux voyager en business class. Pour moi, t'es bien.
Mais ça marche aux US. Quand tu es en France, ou peut-être dans d'autres pays, on va dire, si ça t'appartient pas, tu es un menteur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, je veux dire, si tu peux te payer. Oui, je vais te donner une anecdote qui est très mentalité, intéressante. en fait. Je vais te donner une anecdote qui est très intéressante. Je vais au Beverly Hills Hotel. Je dis pas que c'est vrai, hein, ce que... Non, mais tu as raison, totalement raison. Mais ça s'appelle la frustration. Mais je vais te donner une anecdote qui est très intéressante, que j'avais racontée aussi. J'étais au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. J'oublierai jamais cette anecdote. Moi, je suis au Beverly Hills Hotel. C'est l'hôtel des stars, c'est l'hôtel de 5 étoiles à Beverly Hills. Tout le monde va là-bas. Il y a le Polo Club, le Polo Lounge. Je suis membre de l'hôtel. Je suis là-bas, je reste 3 semaines. C'est pas une nuit, c'est 3 semaines. J'arrive là-bas, je descends au Polo Lounge. Je suis avec mon short, mes claquettes. Vraiment à l'aise, c'est chez moi. Je dis, je voudrais une omelette. Il me met 2 œufs. Sans caviar, sans truffle, comment dire, truffe. Et sans saumon, sans rien. Nature, il te l'a mise. $75. 2 œufs. Et là même au Ritz, tu payes $20. Le petit Marocain, il se dit quoi, là? Ben, c'est là où il compte. Il dit, mais il se fout de ma gueule, lui. Ouais. Je suis à la note, je suis à 75 œufs. Il n'y a pas le tips, il n'y a pas la city tax, il n'y a pas toutes ces conneries. Je paye. Bah, tu vas faire quoi? Tu payes, tu sais que tu te fais arnaquer, mais tu payes. Je mets ça sur ma chambre et tout, hop, sur ma suite et tout. L'après-midi, je rencontre Jay Brown. J'étais en rendez-vous avec lui à Los Angeles. Jay Brown, c'est le président, pour les gens qui ne connaissent pas, de Rock Nation. Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, c'est le roi du monde dans la musique, c'est le Godfather. C'est un très bon ami à moi. C'est un peu lui qui m'a aidé dans la musique. Et donc, je le rencontre et tout. Il me dit, comment se passe ton séjour à Los Angeles? Je dis, ouais, très bien. Je dis, par contre, vous abusez, les Américains. Parce que, tu sais, on est vraiment potes. Hein. Il dit quoi? Il me dit, t'es à quel hôtel? Je dis, je suis au Beverly Hills. Je dis, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner au Polo Lounge. Je dis, je payais $75, 2 œufs. Et ça leur a coûté 7 centimes à faire. Même au Ritz à Paris. Ça fait la rentabilité. Il me regarde. J'oublierai jamais sa réponse. Voilà pourquoi on est différents. Il me dit, vous savez, c'est quoi la différence entre les Français et les Américains? Il me dit, toi, tu te plains d'avoir payé $75, mais moi, je serais été fier de pouvoir me les payer. Violent, sa réponse. Violent. Ça m'a mis un coup de massue. Il m'a dit, bah, tu devrais être fier. Il m'a dit, est-ce que ça change ton rythme de vie? Est-ce que tu vas être broke? Je dis non. À cause des 75. Non, mais il me dit, mais tu dois être fier de toi, Mani. Il me dit, t'étais où il y a 20 ans? Il me dit, regarde où t'es. Quand il m'a dit ça, je me suis senti pousser des ailes. Je me suis dit, c'est le pays où je veux être. C'est les Américains. En fait, ils sont fiers. Dit, en fait, ne regarde pas le coût, mais regarde ta capacité à pouvoir le payer sans. T'as tout compris. Ne regarde pas le coût. Regarde ta condition. Ouais, c'est ça. Si tu peux payer ça, et si t'es assis sur cette chaise, en train d'acheter 2 œufs, si je dis à mes parents, ils se suicident. Hein. Ouais. Mes parents, en vrai, ça ce qui est top, c'est que toi, tu peux faire les deux. Mais absolument, l'adaptation. C'est ça. Non, mais moi, je peux aller à Dabra Lef au Maroc et tu manges et manger avec de l'huile d'olive. Voilà, à 70 centimes, la même chose. Mais t'es pas dans le même cadre. C'est ça. Et il m'a expliqué, t'achètes un cadre, Mani. Il m'a dit, pourquoi les œufs coûtent à 75? J'ai adoré sa réponse. C'est un génie, ce mec. D'ailleurs, je t'invite à aller googler ce mec, Jay Brown. C'est lui qui a lancé Jay-Z. Et il me dit, pourquoi les œufs sont à $75? Et moi, je suis en train de boire ses paroles. Et il me dit, pour pas que t'aies quelqu'un qui est à côté de toi qui peut pas les acheter. C'est la sélection. J'ai adoré sa phrase. Il me dit, est-ce que tu as été emmerdé au Beverly Hills Hotel? Je dis, non, c'est vrai, c'est propre. Il me dit, c'est quoi la clientèle? Que du lourd, des gens intelligents, des gens brillants, des gens qui ont réussi. Il me dit, parce qu'on veut pas d'intrus. Donc c'est une sélection. Et toi, tu es l'électron libre qui est au milieu d'eux. Ça veut dire que tu es rentré dans le club des 40. Et ça, j'ai adoré. The 40 Club, ils appellent ça. Les clubs des 40 aux États-Unis. Ils ont cet art de valoriser. Tu vois ce que je veux dire? C'est et de pas te juger. Non. Ils te jugent pas là-bas. Moi, tu sais quoi, je vais te dire, on va parler un petit peu de conditions sociopolitiques, etc. Moi, on m'a jamais demandé aux États-Unis, ça fait 25 ans que j'y suis, on m'a jamais demandé ma religion. On m'a jamais demandé d'où venaient mes parents. C'est très français, ça. Tu sais qu'aux États-Unis, on m'a jamais demandé. Mani, c'est un Américain. Ils s'en foutent de savoir que je suis marocain, que je viens de France. En fait, ils ont pas, du moins, je dis pas qu'ils ont pas d'importance. C'est une qualité là-bas, l'exotisme. Mais le passé, c'est le tien. Et nous, ce qu'on aime, c'est qui tu es. Voilà. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de délivrer? Voilà. Mais en fait, les Américains, pour eux, ils voient que l'intérêt qu'ils vont faire avec toi. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Ils se disent, comment je peux gagner de l'argent avec lui? Comment je peux upgrader ma vie? Comment je peux échanger? Et limite, l'exotisme, c'est une qualité. Mais tu peux comprendre que
une culture comme ça en France, c'est problématique avec quelqu'un qui va dire oui, mais montre-moi ton CV, donne-moi des garanties, j'ai besoin de ça, c'est verrouillé. Tu vois, c'est. Je peux te donner une phrase qui est sympa. Aux États-Unis, quand tu vas chercher un travail, la première question qu'ils te disent, qu'est-ce que tu sais faire? En France, quand tu vas chercher un travail, on te dit, c'est quoi ton diplôme? C'est ça. Et au Maroc, quand tu vas chercher un travail, on te dit, t'es le fils de qui? Est-ce que tu as compris la différence des trois? Capacité. Ouais. Il y en a, c'est les diplômes, même si t'es nul, c'est pas grave. Ça veut pas dire que. Tant que c'est marqué HEC ou. Ça veut pas dire que c'est une expérience, ça veut dire juste que tu as un titre, entre guillemets. Capacité, titre, famille. Et réseau, ouais, c'est ça. C'est malheureux, il y a des choses qui ne vont pas aussi au Maroc. Les grandes familles se partagent les grands business. Les gens qui font des grandes études, ils vont travailler dans une banque pour 2000 dirhams. Oui. Un problème. Il y a un décalage. Il n'y a pas de tout parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Américains, quand même, moi, je remercie les Américains. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc là... faut savoir rendre César ce qu'il y a à César. Tu vois. Ça t'a aidé, en tout cas, ça t'a ouvert l'esprit. Peut-être aussi parce que j'étais pas complètement aussi qu'américain. Ok. Ça aide aussi. De venir avec d'autres idées. Ces Américains, ils sont obtus aussi. Hein. Mais les gens, que ce soit les célébrités, là, donc je te disais tout à l'heure, que ce soit du Puff Daddy, j'ai vu du Bruno Mars, j'ai vu du Mariah Carey, tu disais, il y a du Stevie Wonder. Si on liste, en fait, ça paraît presque impossible, cette histoire-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que toi, comment tu es arrivé à avoir la première célébrité? C'est la première qui t'emmène la deuxième qui t'en ramène 4, la 4. T'as tout compris. C'est exactement ça. Le plus dur, c'est de rentrer dans le club, encore une fois. C'est comme un poulailler. Okay. Le plus dur, c'est de rentrer dedans. C'est comme un loup dans un poulailler. Après, tu peux manger poulet par poulet. En fait, ce qui se passe, c'est que... Mais toi, tu dois tenir un rôle, quelque part. Ah oui. Parce que... je suis complètement d'accord. Je vois dans ton cursus, comme tu as fait plusieurs... J'allais dire, tu as plusieurs casquettes, mais ça sous-entend que tu as plusieurs identités, dans le sens personnage. Tu peux très bien être manager, comme tu peux être producteur, comme tu peux psychologue, dans un film, tu peux faire... Donc, tu as cette buddy, capacité. Comme ils disent les Américains, des buddy, tu peux être juste son ami, tu peux être juste son conseiller. Par exemple, moi, il y a des artistes... En fait, je t'explique. Moi, j'essaie de toujours utiliser les armes que j'ai. Donc, mon passé, c'est une arme. Par exemple, je vais donner un exemple. Il m'est arrivé des fois dans ma carrière d'intervenir même sur les mises en scène. Pourquoi je n'utiliserais pas mon passé de chorégraphe alors que je suis agent de l'artiste? Ça serait bête quand même. C'est comme si toi, tu avais appris à faire de la menuiserie, tu es ingénieur, puis un jour, il y a un meuble. Tu vas quand même l'aider. Ben, c'est ce que je dis. Moi, j'ai des cartes en plus. C'est un peu des cartes en plus. Tu as des gens, ils ont fait des écoles de commerce. C'est très bien. Tu as des gens, ils sont juristes. Je te parle des agents en général, même de mes confrères. Ben, ils vont utiliser des armes. Il y en a, ils sont graphistes, ils ont fait des formations de graphistes. Donc, ils vont dire, pour ta pochette du disque, tu devrais faire comme ça. Moi, j'utilise mes armes. Je sais que j'ai beaucoup de psychologie. C'est-à-dire, l'artiste, j'arrive à le mettre en condition. En condition pour que ce soit le meilleur. Tu dois avoir des demandes assez folles. Mais des demandes de taré. Et comment tu gères ça, en fait? Le gars, il te dit... moi, je suis le seul qui sait dire non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent dire non. On est d'accord, ça veut dire que... Parce que moi, je ne sacralise pas l'artiste. Je ne sacralise pas. Donc pour moi, if it makes sense, je le fais. S'il me dit par exemple, Mani, je me sens pas bien, ça m'est arrivé. T'as déjà entendu des trucs de fou? Oui. Mais je vais t'en donner des anecdotes, tu vas rigoler. Mais il y a des artistes, ils me disaient, Mani, je me sens pas bien, ça m'est arrivé avec Enrique Iglesias par exemple, on était ensemble à Moscou, il me dit, je me sens pas bien dans ce pays, renforce la sécurité. J'ai eu des menaces de mort, comme il était avec sa femme, Anna Kourkova, la tenniswoman, c'est une Russe. Comme c'est une très belle femme, lui, elle est tombée amoureuse de lui, elle a fait des enfants. Il a eu des menaces des Russes. Tu sais, les Russes, ils ont dit, ouais, c'est américain. En plus, avec un Américain. Ah oui, c'est de l'autre côté. Il devient presque parano au bout d'un moment. Ouais, c'est là, tu reçois 1000 menaces par jour sur Internet, ça fait peur, tu vois. Ouais. On va dans un pays où sa femme vient, il n'avait jamais été. Il me dit, Mani, renforce la sécurité, je veux des gardes du corps, je veux pas sortir, je veux personne vient dans le couloir de l'hôtel, blablabla. Oui! It makes sense, ça a du sens. Ok, on va dépenser plus, on va mettre plus de gardes du corps. On a pris des cerveaux spéciaux, on est parti avec eux, on a fait des rondes de l'hôtel. Il est resté que 3 jours. Une fois que le concert est fini, il est reparti dans le jet directement. Il est même pas resté dans le concert. Tu vois, ça, il y a pas de souci. D'accord. C'est normal, c'est une demande normale. Mais quand on fait un festival en Tunisie, de Carthage, avec Mariah Carey, et qu'on va visiter un village, elle me dit, il faut vider le village parce que j'adore le village, je veux rester avec mes enfants. Non. C'est pas possible. Okay. Mais elle comprend pas. Tu lui dis un non, mais pour elle, c'est possible. Mais toi, t'as dit non, pourquoi? Parce que c'est pas humain. Parce que c'est pas respectueux, en fait. Et même, tu vas pourrais pas dégager des gamins. Et comment tu vas faire?
Mais si tu pouvais, tu pourrais. Ou tu te dis, ça ne se fait pas et c'est ta limite en te disant, là, tu as touché à des familles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'éthique. Voilà. Alors notre force à nous. Faut savoir une chose qui est très intéressante dans ce métier. Plus t'es logique, plus t'es bon, bon dans le bon sens, pas bon... la bonté. Plus t'as de la bonté, plus l'artiste te respecte. Ok. Parce qu'un artiste, c'est un enfant. C'est un enfant. Tu sais, quand tu dis à ma fille, des fois, je vais te donner un exemple, je l'ai vécu, c'est des histoires personnelles, mais c'est beau à raconter. Ma première fille, j'ai eu le complexe de pauvre. C'est quoi? Je lui ai tout acheté. Tout. Des Dior, des trucs de bébé, j'ai dépensé un fric fou. Des poussettes à 4000 € parce que c'était la Jeremy Scott avec les ailes. J'ai fait n'importe quoi. J'ai compensé ce que j'avais jamais eu. Les jets privés, les trucs, les Disneyland tous les mois et tout. Elle regardait même plus Disneyland. Elle regardait même plus, on allait dans les trucs. OK? Et la deuxième, on s'est rendu compte que c'était une connerie, ce qu'on a fait avec ma femme. Donc la deuxième, que ce qu'on a fait, on a été plus restreint. Écoute bien. La première, la première fois que je lui dis non, elle a fait une crise. On était presque l'envoyer chez un psychologue. Elle se roulait par terre dans les magasins quand je lui dis non. La deuxième, quand je lui disais, elle me disait, OK, papa. Parce que pour elle, elle avait déjà entendu le non. Donc pour elle, alors nous, par principe aujourd'hui, on a une règle dans ma famille, c'est une fois oui, une fois non. Elle me demande un jouet, c'est une fois oui, une fois non. Mais c'est pas tout le temps des oui, c'est pas tout le temps des non. On peut pas être aussi restrictif. Moi, j'aime pas aussi les familles qui ont réussi et qui sont tellement restrictifs avec leurs enfants. Il y a pas d'amour, il y a rien. Faut leur donner un peu quand même aux enfants. Mais il faut trouver le juste milieu. Et c'est dur. Je pense que le métier le plus dur au monde, c'est d'être parent, je pense. Mais pour en revenir aux artistes, c'est des enfants. Si leur dit tout le temps oui, le jour où tu vas leur dire non, tu vas être le méchant. Et tu vas être la personne à abattre. C'est ça. Mais ça veut dire que des fois, tu viens de soulever quelque chose, c'est que dans ton métier, tu dois les accompagner quelque part et tu dois les mettre bien dans le sens où le package, ils se sentent bien avec Mani, tu vois, et ils retiennent Mani. Mais il y a un moment, toi, ça peut être compliqué des fois de dire, là, je vais lui faire mal, je peux le perdre. Alors ça, je le faisais au début. On m'a posé déjà cette question et je vais te répondre très franchement. Au début de ma carrière, je disais oui à tout, même ce qui n'était pas possible. C'est ça. J'avais tellement peur de ne pas réussir. J'avais tellement peur qu'ils me virent. J'avais tellement peur qu'ils ne travaillent plus avec moi et qu'ils ne me répondent plus. Pour moi, c'était une chance. Je tenais la star là, dans les mains. Tu la lâches plus. Je la lâche plus. Aujourd'hui, on a un empire aujourd'hui. Sans prétention, on a un empire. C'est l'artiste qui a besoin de moi. C'est pas moi qui ai besoin de lui. Parce que je vais dire une chose. Demain, j'ai un concert. Peu importe. En Tchécoslovaquie, en Bulgarie, ou je sais pas où. Il m'appelle. J'appelle Pharrell Williams. Il me dit, je sais pas, il fait son caprice. J'appelle Usher. J'appelle Snoop, j'appelle Akon. T'as la main, en fait. C'est moi qui ai le power. Pourquoi? C'est moi qui ai le client. C'est ça. Il n'y a qu'une chose en fait, que les gens respectent. T'as les clients. Voilà, les clients. J'ai la masse des clients. C'est ça. Et en fait, les artistes aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Oui. Avant, c'est moi qui avais besoin d'eux. Et comment j'ai fait? Le nombre. Plus subtil que ça. Je veux dire, le nombre de clients qui fait que les références? Je vais t'expliquer. En fait, au début, quand on avait des artistes avec mes associés, on prenait toujours le parti des artistes, même quand il avait tort. Ça a été une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que les artistes sont pas loyaux. Un artiste, pour une somme ridicule, il va aller voir la concurrence. Par exemple, un artiste, tu vas lui donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, pendant des années. Un autre agent va l'appeler pour 500 $ de différence. Il va préférer aller voir. Parce que l'artiste, de nature, il est égoïste. Ok. D'accord? Ça, c'est la plan A. Plan B, de l'autre côté, les clients, nous, on a commencé à prendre le parti des clients. C'est-à-dire, quand ça se passait mal, on disait à l'artiste, tu as déconné, t'auras pas dû annuler la date, t'auras pas dû arriver en retard, t'auras pas dû chanter 2 chansons au lieu de 10, blablabla. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les clients, on a commencé à fidéliser nos clients. Nos clients, même si demain, toi, tu arrives, un autre agent, tu dis, je te ramène Madonna. L'argent, il vient des artistes ou des clients? Des clients. C'est les clients qui payent. D'accord. C'est la marque qui paye ou le promoteur qui paye. Donc, il paye l'artiste pour une prestation. Mais nous, au départ, on n'avait pas compris, mais ça, c'est le manque d'expérience. On n'avait pas compris qu'il fallait pas prendre le parti des artistes, parce que les artistes, ils peuvent te planter pour 500 € de différence. Aller chez un concurrent. Mais le client, une fois qu'il t'aime, c'est ce qui nous est arrivé. On s'est fait des clients historiques. Une fois qu'ils nous aiment, il te demande un autre artiste.
Une fois qu'il l'a fait une fois, t'as un catalogue en vrai. Il va pas le faire 2 fois. Donc c'est quoi ton intérêt? Tu es en train de cultiver une masse financière d'un côté et le catalogue d'artistes, naturellement, il monte. Et nous, on a pris de la puissance dans la musique que lorsqu'on a eu des gros clients. C'est là où l'artiste était gentil avec nous. Pourquoi? Parce qu'il se disait, si je suis gentil avec Mani et ses associés, on va dire American Artist Company, on va parler maintenant global, ben je pourrais faire tel festival. Mais si je m'embrouille avec lui, il va me coter le festival. Et moi, ma force, c'est quoi? C'est que je le propose même pas. C'est mieux que tout. T'es en train de me dire que c'est toi, t'es devenu l'algorithme? Absolument, exactement. Bravo pour le rebondissement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je le propose même plus. Et je vais aller encore plus loin que ça. Je peux même dire au client qu'il n'est pas dispo. Il a une date. Et c'est même pas vrai. C'est toi qui mènes. Comment il va le savoir, le client? Raconte-moi. Autrement, lui dire au client, je l'ai déjà fait, je te déconseille de prendre cet artiste. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il fait des caprices. Ah non, bah prends un autre. Non, mais si tu deviens l'algorithme, c'est toi qui as les règles. On est devenu l'algorithme de la musique. Très bien. À notre niveau. Ouais. AAC, raconte-moi. C'est une belle histoire. C'est qu'à Dakar, moi je bossais pour une grosse boîte à l'époque, où j'étais juste agent et consultant. Et en fait, on s'est rencontrés avec mon associé qui s'appelle Lalou, qui est très connu dans la musique aussi. C'est un gros producteur, manager, agent, booker, qui s'était occupé de Diams, de Roth, etc. Et un autre associé américain qui s'appelle Jimmy Free de Los Angeles. Et on a décidé pourquoi AAC, parce qu'on s'est dit, il y a une grosse boîte qui s'appelle CAA. Et nous, c'est AAC. C'est là. Okay. Voilà. Et eux, c'est une boîte, ils ont 2000 agents. Ils sont backés par American Express. Et on a réussi à leur faire du tort tellement on était puissants. Donc c'est un concurrent, en fait. Un énorme concurrent. Le concurrent. 2 concurrents. Tu as vu l'émission Entourage? Ouais. Bah, c'est ça. Ça se tourne quand tu vois les mecs dans les bureaux et tout, c'est ça. C'est eux aussi. Excellent. Ils ont Tom Cruise, ils ont Nicole Kidman. Eux, ils ont 2000 artistes. Mais là, Mani, il y a qui derrière Mani? Il y a une équipe? T'es tout seul? Non, une grosse équipe. On est beaucoup. On est 30. Ok. 30. Et vous gérez combien d'artistes derrière? 200. D'accord. Et dans les 200, c'est le haut du panier, du coup? Le plus haut. Pas le haut du panier, le plus haut. D'accord. Après, il y a des artistes qui sont morts, comme Michael Jackson, mais il est mort. Ok. Les plus hauts. Donc, du coup, les plus gros budgets, on va dire. D'accord. Donc, t'as cette référence-là, en fait. Absolument. Et c'est une niche, on appelle ça. Et des concurrents, il y en a combien dans ce marché? Bizarrement. D'accord. C'est un métier d'orfèvre, en fait. D'accord. Tout le monde croit que t'achètes, tu revends. T'achètes un artiste, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas voir Bruno Mars. Déjà, Bruno Mars, il te répondra jamais. Tu peux envoyer 700 mails, 1500 mails, coup de téléphone, ils vont jamais te répondre. C'est un métier. Je suis une grande firme, une grande boîte. Je veux Bruno Mars pour j'ai une grosse société et je me dis, bon là, je veux faire un kick-off et j'ai envie de leur mettre un peu de divertissement, bref. C'est toi que je viens voir ou c'est... Absolument. Et qui je paye, toi ou Bruno Mars? Alors, ça dépend. Ça dépend des contrats. Il y a des artistes qui veulent être payés directement. D'accord. Et qui nous reversent à nous une commission. Ok. Mais c'est très rare, c'est 10% du panier. Et 90%, c'est nous qui facturons et on paye l'artiste. D'accord. Parce que tout à l'heure, je reprends ce que tu disais avec Enrique Iglesias, où tu disais il fallait renforcer tout ça. Ça demande des fonds. Et dégainer, il faut avoir sur ses fonds à lui, tu vois. Sur ses fonds à lui. Ok. Ah non, sur ses fonds à lui. D'accord. Okay. C'est-à-dire que le cachet, qui était énorme, gros cachet, on parle pas de petits sous, on parle de $1 million. $1 million, il a dépensé $100 000 en sécurité, par exemple. Ok. Tu vois, t'as vu, nous, on est très américains, on n'a pas de problème de chiffres. C'est ça. Tu vois, le français, il va jamais t'avouer ça. Ça bug, ça commence à parler chinois. Ça commence à parler chinois, je peux pas le parler. Moi, j'ai pas de problème. C'était $1 million et on a utilisé $100 000 de sécurité. Mais sur son cachet à lui, pas sur ma commission. C'est ça. Mais toi, ce qui est normal, parce que du coup, c'est sa demande à lui. Oui, et puis en plus, c'est pas moi qui protège, c'est lui. Oui, c'est vrai. Donc il y a et ma question, tu vois, je me disais tout à l'heure, tu disais le stress. Comment tu c'est très compliqué le stress. Voilà. Comment tu gères ton stress et comment tu gères leur stress? Leur stress, j'arrive à gérer. Okay. Le stress des artistes, j'arrive à gérer parce que j'ai les mots et les clés et j'ai les situations. Si tout est bien organisé, ils stressent moins. Okay. S'ils sentent qu'ils sont en main, ils sentent que l'organisation, elle est top, elle est carrée. Tout va bien, ouais. Ils arrivent, ils sont contents, ils se serrent dans les bras, ils sont contents, ils ont leur petit stress. Et généralement, ils sont stressés de nature parce que ça va? Non, ils sont stressés avant de monter sur scène. D'accord, donc c'est juste le stress artistique. Ok, juste avant de monter. J'appelle ça mon stress artistique. Mais si c'est bien géré, moi, il m'est arrivé des dates ou des concerts ou des événements où l'artiste
presque il rigole avec toi, puis il prend le micro, il sait. D'accord. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que c'était tellement bien organisé. C'était tellement, on appelle ça du 5-star organization. Okay. Tu le mets tellement à l'aise, tu le fais rire, tu l'emmènes dans la loge. Hop, il te parle de ses enfants, il te montre ses photos. Après, il va te parler de ça, de ses vacances. Hop, il prend un micro, il chante, il s'en va. Ça, c'est quand c'est le top, ça. Ouais, il vient, il a le service, il part comme au resto. Voilà. Il vient, il prend, il part. Mais là, il faut 60 personnes, il faut une équipe de malades, il faut que tout soit carré. Du coup, toi, tu as la connexion avec les artistes et avec les gens qui vont aider à monter. On fait les deux. On les appelle. Voilà, ouais. tu fais le lien. Nous, on fait les deux. Nous, on a un back-office qui fait ça. Okay. Sécurité, production, mise en scène, tout. D'accord, ok. L'after aussi, l'after movie pour filmer, pour qu'après ils puissent poster sur. On a tout. Et comment tu gères du coup donc leur stress, tu arrives à le contrôler parce que ça c'est facile. Ça franchement je gère. Easy. Okay, d'accord. Easy ça. Et on a parlé de et le tien. Le mien, j'ai trouvé une. Qu'est-ce qui te stresse déjà? Qu'est-ce qui peut te stresser? Alors moi, ce qui me stresse énormément, j'ai un vrai problème, c'est que j'aime tout contrôler. Je suis un contrôle fric. Okay. Ça c'est le pire. Ça, c'est ma malédiction. Tout le monde a une malédiction. Mais je me suis rendu compte, tu peux pas contrôler les gens. Je suis en train de rigoler parce que je me suis dit, c'est ma manie-diction. Ouais, c'est ma malédiction. Manipulation. Aussi. Magnifique. Mais manipulation, moi, j'ai pas de problème. Un ostéo, il te manipule. Exactement. Donc, en fait, j'arrive à manipuler les artistes. Ça, je suis très fort pour ça. Mais, je pense, ma grande qualité, c'est que j'aime bien tout bien organisé. Je te dis, je suis quelqu'un de très bizarre. Je peux arriver une demi-heure à l'avance. Tu l'as bien vu aujourd'hui. Je suis toujours à l'heure, etc., dans tout. Mais mon côté défaut, c'est que j'aimerais tout contrôler, mais ce n'est pas possible. Tu as des gens, tu peux pas les contrôler. À ton avis, ça vient. Et j'ai du mal à déléguer aussi. Mais c'est lié, parce que du coup, il y a ce côté perfection aussi qui est chez toi. C'est ça. Je veux dire, là, quand on voit que tu es habillé, il n'y a pas de truc qui va mais rien qui faire dépasse n'importe quoi ou machin. Donc, tu fais attention. Donc, ça peut te prendre beaucoup de place dans ta tête parce que tu fais attention. Mais à côté de ça, l'image est importante pour toi. C'est important. C'est le plus important. Je vais t'expliquer une chose. On dit toujours l'habit fait pas le moine. Mais si t'es pas bien habillé, tu rentres pas dans l'église. Ok. Donc, pour moi, l'apparence, c'est très important. Je vais te donner un exemple. C'est humain. C'est humain. Demain, tu as un rendez-vous pour une affaire avec quelle que soit la personne. Elle arrive en jogging, mal habillée, sur un vélo bizarre, elle sort. La même personne, je te jure que c'est vrai, c'est humain. Bien coiffé, bien habillé, bien rasé. La première impression différente. Avec une Rolls, une Bentley, ou très bien. C'est pas la même chose. C'est humain. Oui. Ça vient, c'est dans le subconscient. On parlait de ça tout à l'heure. Moi, je l'ai compris très vite, ça. Moi, chez moi, par exemple, tout est rangé, toutes les couleurs, y a rien. On dirait un hôtel chez moi. D'accord. Et moi, je peux pas sortir chez moi si c'est le bordel chez moi. Je suis obligé de ranger. Le fait que ça soit rangé, pour toi, c'est plus simple. C'est rangé dans ma tête. C'est ça. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il paraît. Parce que l'idée, en fait, de toute façon, tout ce que tu fais n'est que... Tu vois, le reflet. Oui. Parce qu'en fait, les célébrités, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attire chez les célébrités. Parce que sinon, tu aurais pu faire que des athlètes, par exemple. Bien sûr. Mais qui sont aussi des célébrités. Ouais, mais moi, il m'intéresse pas les athlètes. Tout le monde m'a toujours dit, mais avec le power que tu as dans le foot, tu aurais fait des centaines de millions. Mais j'ai dit, moi, je les trouve inintéressants humainement. Ok. Techniquement, je trouve que c'est des tueurs, c'est des bêtes de sport. Mais je m'ennuie avec les sportifs. Je l'ai déjà fait. Okay. Je travaille avec Mike Tyson, je travaille avec plein de gens. Ils ont pas les autres. L'artiste, ils sont pétillants. Il y a un truc. Et créer, c'est génial. Créer, c'est génial. Donc en fait, ça, c'est des exécutants, les autres. Hein. Ils courent, ils tapent dans un ballon. Ok. Là, t'es en studio avec eux. T'es en créativité. Ce que tu dis, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que toi, comme tu vis avec eux quelque part, t'es dans ce laboratoire avec eux. J'ai l'impression de faire partie de leur succès. Exactement. Donc tu fais partie de la team, en fait. C'est ça. Et comme toi, t'as aussi cette histoire de créativité, tu l'as, parce que t'étais danseur, donc du coup... Directeur artistique. Directeur artistique. Donc ça veut dire que t'es là et t'es dans le bain, J'ai l'impression que c'est un... Tu sais, je vais donner un exemple. On fait beaucoup de featuring, c'est-à-dire qu'on on met en connexion des artistes, par exemple Snoop Dogg avec David Guetta, Akon avec Bob Sinclair, des choses comme ça. Et moi, je suis à l'origine de la rencontre. C'est-à-dire qu'ils s'étaient jamais vus. Et qu'après, ils font la chanson, on va ensemble en studio, on fait les chansons. Et après, tu l'entends à la radio. Même si les gens ne le savent pas, même si tu es en boîte de nuit ou dans un resto, la musique, elle passe. Tu sais que c'est grâce à toi. Oui. C'est une espèce de... Tu te dis, mais n'oublie pas une chose. Moi, je pense à ça.
C'est très important ce que je veux dire. Je pense que c'est le plus important de tout l'interview. Au moment où tu nais, au moment où tu meurs, tu vas passer. Il y a une phrase qui est très importante qui a marqué ma vie. Tu connais ton père? Tu connais ton grand-père? Tu connais ton arrière-grand-père? Est-ce que tu connais ton arrière-arrière-grand-père? Non. Voilà, ça a tout résumé. On fait que de passer. C'est ça. Et les gens vont plus se rappeler de toi. Mais tu vas laisser des choses. C'est sûr et certain. Et tu vas laisser quoi? Ben c'est justement, moi, je pense que ce que je vais laisser, c'est justement, je suis en pleine construction de ce que je vais laisser. De l'héritage, on appelle ça. Exactement. Culturel. Pas financier, tout ça, on s'en fout. En fait, il est pas matériel, mais il est spirituel dans le sens où il est immatériel. C'est exactement ça. Moi, je veux qu'on dise... Et toi, tu veux marquer les gens. Ah, mais moi, je veux marquer une génération. Je veux dire, c'est le premier enfant d'immigrés qui a été à Times Square. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux. J'ai eu ma tête sur... Oui. Je suis le premier arabe à faire la couverture du Time. Jamais il y a eu un arabe dans l'histoire du Time Magazine. Jamais. Je suis le premier arabe à avoir eu l'award du meilleur agent de l'année. J'ai eu quand même le Wiba Awards. Moi, je suis le premier arabe à avoir organisé... C'est qui parle? Le Marocain. Je suis le premier Marocain à avoir organisé toi, en fait. la venue de Barack Obama. C'est des choses qu'on ne pourra pas me retirer. Après, moi, ce que je veux, c'est pas être le meilleur, tout ça, parce qu'il y aura toujours mieux que soi. Ce que je veux, c'est de dire, c'est possible aux générations futures. Il y a un truc qui est fort dans ce que tu as dit, parce que je retiens, c'est que tu as dit, tu parlais de toi et tu disais le premier. Mais en fait, quand tu as été le premier dans l'histoire, on te l'enlèvera jamais. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas de modèle. Il n'y avait pas de Jamel Debbouze, il n'y avait pas d'Omar Sy, il n'y avait pas de Zidane. Ça n'existait pas à l'époque. N'oublie pas que je suis la génération avant moi. Eux, quand ils étaient connus, c'était après. Moi, j'étais à New York à Moz. Moi, j'étais tout seul. Je dis, mais... Et j'avais toujours le doute, parce que t'es quand même quelqu'un de déterminé, mais t'as toujours le doute. C'est un mélange des deux, la vie. T'as des périodes de doute. Je dis, je crois que je vais pas y arriver. Et dans ma tête, je disais, attention, moi, je suis marocain, je peux pas. Et c'est que pour les Américains, ça. Mais dans ma tête. C'est ça traverse. Puis après, hop, tu reprends le truc, tu dis, c'est moi le meilleur. Mais j'avais pas de modèle. J'aurais aimé avoir un modèle. J'aurais aimé avoir un Mani. Mais je m'en foutais de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Facebook. En fait, ça te serve d'avoir un Mani, en vrai. Parce que... T'es créatif. Oui, mais quand t'es jeune... Tout le monde a besoin d'un modèle. Un rôle modèle. Tout le monde. Mais tu as eu des modèles. Moi, j'ai eu Michael Jackson quand j'étais petit, par exemple. J'adorais... J'avais vu Thriller et Bad. Quand j'avais vu le clip de Bad, j'ai eu un choc. Je me souviens, quand on était petit, on regardait ça devant la télé. Quand c'est sorti... Mais tu sais que moi, dans ma chambre, j'avais le poster de 50 Cent. Ah, ok. Et 20 ans après, je me retrouvais à être son manager. Mais tu te rends compte quand même la probabilité. Snoop Dogg, j'avais acheté sa première cassette. Tu te souviens? Mais qu'est-ce qui t'attire à la base quand t'es jeune pour avoir leur poster chez toi? Parce qu'on est jeune, on écoute de la musique et tout. Pas tous. Pas tous. Moi, j'adorais. J'étais baigné là-dedans. C'est ça. Mais mon frère, il écoutait. Mais toi, mon grand frère, il écoutait. Parce que chez toi, ça écoutait la musique? Mon grand frère, il écoutait. Ok. Et nous, à l'époque, on faisait des acrobaties, on était des jeunes, on dansait dans le quartier, on faisait ce qu'on appelle des breakdance. Donc et moi, j'avais ce côté un peu doué. Et moi, dans ma petite chambre, à Chenauve, dans une cité, j'aurais jamais pu imaginer me retrouver 20 ans après à Los Angeles avec Snoop dans sa maison. Oui. Mais je sais pas si tu te rends compte. Il y a un écart. Je vais aller même plus loin. Je l'ai pris même un peu trop. Le mec qui jouait avec les chevaux, le bral, comme on dit en arabe, dans mon petit village au Maroc, j'aurais jamais pu imaginer être dans l'avion Boeing avec Obama. Oui. Jamais. Ça, c'est quelque chose que même mais quand tu prends du recul aujourd'hui, parce que du coup, c'est des... Mais là, je suis à mi-chemin. Hein. C'est des steps, tu vois. Je vais faire beaucoup plus. Hein. C'est ce que je dis aux gens. Les gens me disent, c'est pas possible plus. Je dis, il y a toujours plus. En fait, tu es dans une dynamique qui fait que ce que tu vois, toi, le commun des mortels ne le voit pas. Parce que tu as traversé des niveaux de conscience. Donc, tu sais, là où les gens vont te dire, non, mais ça y est, t'es au taquet, pour toi, t'es sur autre chose. Non. Donc, parce que je sais qu'il y a des choses beaucoup plus fortes à faire. Des choses qui vont marquer, comme par exemple représenter notre communauté dans d'autres cieux que personne n'a réussi à toucher. Tu vois, il faut aller là plus loin. Et je pense que le curseur, il faut le pousser plus haut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... c'est de l'ego ou c'est... Non, là, c'est vraiment de la transmission pour le coup. D'accord. Mais après, l'ego, c'est pas forcément je vais te dire une chose. Négatif dans le J'avais sens, beaucoup d'ego, moi, quand j'étais jeune. Beaucoup moins aujourd'hui, Ouais. parce que j'ai accompli ce que je voulais faire.
Ça y est, c'est done. Donc l'objectif, tu l'as atteint. Moi, mon rêve, c'était d'avoir une Ferrari, d'avoir une Lamborghini. Je te parle des rêves cons et matérialistes d'un gosse. Matériel. Ouais. D'avoir une belle mannequin top modèle incroyable, d'être dans des jets privés, d'avoir des montres. Tout ça, je l'ai eu et je l'ai eu. Oui. J'ai tout eu. Oui. Je suis sorti avec Paris Hilton, avec des top modèles incroyables. J'ai eu des montres qui valaient des millions. J'ai eu des maisons, j'ai tout eu. Donc tout ça, je l'ai eu. Mais en fait, c'est pas ça qui m'accomplit. Mais comment? Mais tu le savais pas? Tant que tu l'as pas eu. C'est ça. Tu connais l'histoire de la frustration de l'homme. Tant que tu l'as pas, tu ne peux pas comprendre. C'est comme la nourriture, j'adore ça. T'as vu, quand t'as très, 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 très faim, tu manges, tu fais, ça y est, c'est bon. C'est la même chose pour le succès. Une fois que tu l'as, après, il faut le digérer. C'est ça. Et moi, je suis dans plein de digestion, là. Je suis dans la digestion. Ça y est, j'ai eu. Maintenant, plus rien ne me fait envie. C'est-à-dire, tu vas me dire, Mani, tiens, il y a la nouvelle Lamborghini Hurricane qui vient de sortir. Je m'en fous complètement. Limite, je suis en Vélib, ça. Mais parce que tu as trouvé quoi, en fait? Parce que c'est le haut de la montagne, le matériel. Il faut d'abord aller en haut. Et une fois que tu es en haut, tu redescends de l'autre côté. Il faut d'abord l'avoir eu. Moi, je dis, il faut se matérialiser pour se dématérialiser. C'est ça. Parce qu'attention, il n'y a rien de pire que la frustration pour un homme. Tant que tu l'as pas, tu es mal dans tes peaux. Oui. Et surtout, la société d'aujourd'hui nous pousse tous à nous matérialiser. Donc, si t'as pas le dernier iPad, le dernier iPhone, la dernière voiture, etc., t'es pas in. Mais là, par exemple... N'oublie pas que les Américains, c'est la plus grosse société de consommation au monde. Hein. Oui. Mais ça veut dire que tu es obligé de courir dans ce monde-là en parallèle avec eux. Mais est-ce que tu te détaches petit à petit de ce monde matériel? C'est-à-dire, je prends le cas, tu as une montre, quelle que soit la montre. Tu la casses, elle pète. Ça m'arrive. Ton cœur, il tombe. Ça m'est arrivé. Ton cœur, il tombe ou tu te dis... je m'en fous complètement. Okay. Je m'en fous complètement. Sur le moment, je suis énervé de moi parce que j'arrête de faire attention. D'accord. Mais si c'est du matériel... Attends, ça dépend. Je dis toujours. Si j'en ai 10 chez moi qui m'attendent, je vais énerver, je vais la faire réparer. Ok. C'est tout. Voilà, ça va me coûter 10 000 euros, 5 000 euros. Je vais la faire réparer. Maintenant, si j'ai que celle-là, elle tombe, je serai malheureux. Tu vois, un peu. C'est toujours une question tout est une question pour moi de... Mais tu pourrais pas aller au fin fond du Maroc, dans le Sahara, avec une tente et tu te dis, allez, je m'enlève spirituellement et... Alors là, pour que je le fasse, faut vraiment que je sois vraiment au bout du rouleau. Ok. Je l'ai déjà fait, hein. Je suis parti à Merzouga. C'était sublime. J'avais pas de téléphone, j'étais pas bien. Pendant 2 jours, j'étais au bout du rouleau. Moi, je suis addict à mon téléphone. Je suis addict avec ce que je vis aujourd'hui. Attention, c'est un métier très, très, très bizarre. C'est très chiant des fois. C'est très intéressant des fois. Mais c'est impossible de se détacher de ce métier. Tous ceux qui ont voulu partir de ce métier, ils sont revenus dedans. Tous. Je pense que je vais mourir dans ce métier. D'accord. Mon dernier souffle, il va être à faire des deals. Moi, je vais jamais être à la retraite. Jamais. Je l'ai toujours dit aux gens. Quand tu dis faire des deals, c'est que tu es un commercial dans l'âme? Ouais, absolument. C'est-à-dire, je vais toujours faire des projets et closer des deals, comme on dit, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'adrénaline, c'est de closer les deals. Quand c'est signé, je me sens tellement bien. On a l'impression que j'ai accompli une mission. Okay. Mais je me vois pas, moi, aller jouer au golf et être le mec toute la journée à dormir jusqu'à midi. J'ai jamais fait ça dans ma vie. En fait, je pense ce qui nous tient, nous, les hommes, en général, je l'ai lu ça. La première cause du bonheur, c'est le travail. Avant la famille. Les gens ne savent pas ça. Parce que tu peux avoir une famille sublime, mais si tu t'ennuies toute la journée, t'es en dépression. Combien de gens je connais qui ont des enfants sublimes, une femme sublime, mais ils sont malheureux parce qu'ils foutent rien toute la journée, ils regardent la télé, ils s'abrutissent. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et après... Combien de gens tu connais qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'enfants, et ils sont très heureux dans leur travail, ils sont très heureux dans la vie. Du coup, ça veut dire que ta maturité fait que tu comprends que le matériel, c'est fait. Moi, c'est un jeu, le matériel. En fait, c'est un game aujourd'hui. Je joue du matériel pour pouvoir faire d'autres choses avec. Pour moi, le matériel, c'est quoi? Tu veux aller à Hamptons? Il n'y a pas de problème. Viens, on va à Hamptons. Je prends ma Bentley, je prends mon Clagier, on va là-bas, on fait le show et tout. Mais c'est que du matériel. C'est pour le show. C'est des codes, en fait, le matériel. Il y a des gens, c'est des codes. Tu vas mettre une montre. Moi, je peux te dire combien elle coûte ta montre, quelle année elle a été faite, etc. Par exemple, si je vais aller dans un truc un peu plus banking, Genève, fonds d'investissement, levée de fonds, je vais venir avec une Vacheron Constantin. Donc tu je vais aller à Saint-Tropez, je vais mettre une Richard Mille. Donc tu t'adaptes, en fait. Absolument.
Je vais être avec des rappeurs, je vais mettre full pavé diamant. Tu vois, j'ai l'impression de t'imaginer, en tout cas, avec la penderie où tu as des costumes en fonction de là où tu vas. Mais c'est exactement ça. Donc, tu vois, si je te fais une vidéo de mes dressings, je dois en avoir 12 en tout, entre toutes les maisons et tout. Chaque tenue vestimentaire, c'est un personnage que je me crée. Okay. Comme Batman. La même chose. C'est ça, j'étais en train de penser à lui. C'est la même chose. Et t'as aucun problème. Je suis avec des rappeurs, des fois, je m'habille pas comme ça avec des rappeurs. Je doute bien que je me mets pas en costume comme ça, bouton de manchette et tout. Là, je me suis habillé pour toi aujourd'hui, pour l'émission. Parce que j'ai du respect pour l'émission. Je n'allais pas venir en jean et en basket. Je me suis habillé correct, etc. Si je vais avec des rappeurs en studio d'enregistrement, avec des mecs qui fument des joints et tout, je ne vais pas m'habiller en costume. Si je vais avec Barack Obama, je vais me mettre en costume cravate, bouton de manchette. Si je vais avec des sportifs, je vais me mettre en short basket. Donc, en fait, mais c'est même pas une question d'adaptation, c'est une question de respect. Pour toi, c'est du respect, du coup. C'est du respect. Oui, parce que je pense qu'un mec, tu dois... En fait, c'est un peu comme un jeu de saut. Tu sais, quand tu saute à la hauteur de la personne pour lui parler. Ça marche. Moi, c'est une belle image. J'aime beaucoup cette image, moi. Ouais. Tu vois ? Et je me dis... Comment il va pas t'écouter ? T'écoutes pas quelqu'un en bas ou en haut ? Quand il est tout seul, Mani, il est comment, en fait ? Ah, je suis très relax, moi. Je parle quand je suis tout seul. Ouais, parce qu'en fait, j'ai compris en tout cas que tu as ce côté où tu peux être facilement le miroir de la personne que tu as en face de toi. C'est exactement ça. D'accord ? Donc, c'est facile, c'est easy pour toi. Mais on enlève les miroirs. Mani, il est comment ? Je suis un mec très simple. D'accord. Très simple, pas du tout bling-bling, ce que les gens pensent. J'ai une vie très ennuyeuse. D'accord. Les gens ne le savent pas, ça. Parce que ma vie professionnelle est tellement enrichissante, elle est tellement à 1000 à l'heure, de l'autre côté, que dans ma vie normale, alors là, moi, je suis le plus grand des ennuis. Les gens, ils hallucinent quand ils passent des vacances avec moi, ils me disent, mais en fait, t'as une vie de vieux. Tu vois, je me couche super tôt, je regarde des films, je regarde des séries, toute la journée, je fais mon sport, j'ai une vie toute simple. Et les gens, ils pensent qu'en vacances, je suis en soirée, pump it up et tout. Pas du tout. D'accord. C'est ça qui me rend heureux. Parce que moi, attention, c'est le yin et le yang. Moi, j'ai besoin de calme avant la tempête. Mais trop de calme, je m'ennuie. Trop de tempête, je m'ennuie aussi. J'ai besoin des deux, en fait. Ok, donc il te faut ton équilibre. Il faut mon équilibre. Et je suis très seul, très solitaire. Comment tu vis tout à l'heure, tu l'as dit, les artistes avec le temps, ça peut être un problème. Mais toi, avec le temps, comment tu... Je le vis très bien, moi. Ok. Je le vivais mal à 30 ans. D'accord. Là, à 30 ans, j'ai fait ma crise de la trentaine. Il y en a, ils le font à 40, moi j'ai fait à 30 ans. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai gagné de l'argent jeune et j'ai travaillé très jeune. Donc moi, à 30 ans, j'étais déjà un vieux. Ouais. À 30 ans, j'étais plus vieux que maintenant. Je vais paraître bizarre, mais physiquement, j'étais plus vieux qu'aujourd'hui. Je te montre une photo à 30 ans, tu me dis, mais non, c'est pas toi. 30, 35 ans, j'étais plus vieux qu'aujourd'hui. Parce que j'étais pas épanoui. J'étais stressé. Je courais derrière l'argent. Et je pensais que c'était le but de mon bonheur. En fait, c'était pas du tout le but de mon bonheur. J'avais pas compris à l'époque qu'on peut manger qu'un steak par jour. Ton bonheur, c'est quoi ? C'est la liberté, d'être libre. D'accord. Il n'y a pas mieux qu'être libre. Parce que je me suis rendu compte que l'argent te rend libre aussi. Mais est-ce qu'on peut être libre finalement ? Parce que si tu n'as plus de clients, tu n'es plus libre. Tes clients, tu en auras toujours. Tu en trouveras toujours. Demain, tu me mets en Thaïlande, tu me dis, tiens, reste un mois, je vais créer, je vais aller voir un club, je vais aller voir un festival, je vais créer un festival. Okay. En fait, ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ça. De créer pour toi-même. Moi, c'est la créativité. Ouais. Ben, ça m'est arrivé pendant le Covid. On va donner un exemple. Personne ne travaillait. J'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de l'année, moi, pendant le Covid. J'ai cartonné. Pourquoi ? On a créé la métaverse, on a créé Stage 11. Stage 11, c'est les premiers concerts virtuels. On a créé des avatars. Et là, aujourd'hui, on est une boîte qui est une des plus belles boîtes de la tech. Ça s'appelle Stage 11. On l'a créé pendant le Covid. Mais est-ce que... On s'arrête jamais. J'adore parce que... mais est-ce que ta créativité, elle n'est pas plus forte quand tu n'as plus rien ? Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est un copain qui me l'avait dit. Il m'avait dit, à chaque fois que tu gagnes beaucoup d'argent, dépense-le. Dans l'immobilier, dans des choses intelligentes, bien sûr. Hein. Ouais, investis-le. Ou fais de la charité. Et repars toujours à zéro. Il avait raison. Parce qu'il n'y a rien de pire que la zone de confort. C'est ça. Justement, moi, vers mes 35-40 ans, j'étais dans la zone de confort. J'avais acheté de l'immobilier, j'avais des voitures, j'avais mis mes parents à l'abri, j'avais mis mes sœurs, j'avais acheté une maison à ma sœur et à mes autres sœurs et tout. Et c'était le plus mauvais période de ma vie. Pourquoi ? Parce que je répondais pratiquement plus au téléphone. J'avais de l'argent en banque, du cash. Et donc, je me sentais intouchable. Ça a été presque la seule fois où j'ai failli... où je progressais plus. Je progressais plus. Tu déprimais presque. Ouais.
J'étais chez moi, je sortais tout le temps. Et à ton avis, le fait d'avoir de l'argent et tout ça, tu réalisais le rêve de qui? En fait, mon père, quand j'étais petit, il me disait « Éteins la lumière, mets pas de l'eau chaude. » Et ça m'a marqué. C'est pas de la méchanceté, c'est qu'il lui calculait tout. C'est ça. Et le petit salaire qu'il avait, il travaillait dans une usine, il était ouvrier, donc dans une usine de fer, grutier, etc. J'ai pas ressenti, à part ces petites remarques, c'est normal, on avait une belle enfance. Mais une enfance avec toujours la peur de manquer. Et encore aujourd'hui, j'ai encore peur de manquer. Mais est-ce que le fait d'avoir peur de manquer... Mais ça nous fait avancer. Hein. C'est ton moteur. Mais je suis complètement d'accord. Mais si j'avais pas peur d'avancer, de manquer, pardon, je me serais déjà arrêté. Mais est-ce que... Je me serais dit, tiens, je prends un appart, je le loue, un deuxième appart, je le loue, mon appart, je vis dedans, j'ai tant par mois, je suis rentier. Mais alors, du coup, on a peur de manquer parce qu'on a cette génération où... toute notre vie. Voilà, parce que nos parents nous ont transmis des croyances indirectes qui est attention, demain, tu vas se retrouver à la rue. Attention, demain, parce que eux ils l'ont vécu en fait. Mais demain il peut y avoir une guerre, demain il peut y avoir ça, demain. Donc je meurs. Mais tu vois, fais gaffe. Mais moi, je veux te dire une chose qui est très intéressante. J'en ai parlé à un ami qui est un très grand entrepreneur américain, qui est d'origine africaine par contre, et il m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. On a peur de tout. Nous, dans notre culture, on a peur de tout. Et c'est pas bon pour entreprendre aussi. Non. Parce que on prend pas de risques. En anglais, on dit big risk, big money. Donc, les gros risques, c'est avec l'argent. Donc, en fait, tous les gens qui ont engendré des grosses sociétés, des grandes entreprises, ils ont pris des gros risques. Ouais. Ils ont été à la banque, ils ont travaillé avec la dette. Nous, on connaît pas la dette. Nous, on a peur de la dette. Nous, on veut pas te voir. Mais si tu vas, je donne un exemple. C'est pas mon exemple. Mais ça peut être culturel, la dette aussi. Oui, mais par rapport à la religion. Oui. Mais je veux dire, retirer ce côté-là. Demain, tu as 5 millions d'euros en banque. Tu peux lever 50 millions. C'est ça. 50 millions, facilement. Oui. Mais nous, non. On va se dire, alhamdoulilah, 5 millions, on est bien. Non. Mais nous, on a eu peur de ça. Et ma mère, elle me disait toujours... Parce qu'on a été éduqués comme ça. Ouais, oui, mais justement, ça s'appelle le plafond de verre. Ouais. En sociologie, on appelle ça le fatalisme. Le fatalisme, on l'a mis dans la tête... C'est les colonialistes qui l'ont mis dans la tête des gens colonisés. Ils ont dit, toi, tu peux pas. Tu peux rester que là. Ouais. Nous, le plafond de verre, on l'a explosé. Des mecs comme toi et moi, on a cassé ça par les études, par la danse, par l'art, par notre pouvoir de séduction aussi, parce que c'est de la pouvoir de séduction. Et justement, nous, on doit ouvrir cette porte pour la nouvelle génération qui arrive. Oui. En fait, on leur donne les outils. Voilà. Qu'on n'a pas eu. C'est un peu comme si tu allais chercher le feu là-haut, et après tu le redescends en disant... C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, on revient à ce que je te dis, la transmission. Oui. C'est mon but. Et j'ai vu que tu avais des œuvres de charité. Oui, j'ai une fondation qui s'appelle les Bonnes œuvres du cœur. Ouais. Je suis hyper impliqué. Okay. Moi, j'ai toujours dit que le charity business, c'est très intéressant. Tu sais, quand Michael Jackson avait fait We Are the World et que tout le monde l'avait critiqué parce qu'il s'était moussé, mais grâce à ça, ça a levé de l'argent. Qu'est-ce qui compte à la fin ? Que l'argent arrive aux pauvres ou pas ? Oui. Mais est-ce que c'est un truc américain, ça ? Mais ça me dérange pas, moi. Non, c'est une question dans le sens où... C'est complètement américain. C'est-à-dire qu'en France, on a honte de dire qu'on donne. Ouais. Genre, il faut pas dire. Bah, si tu donnes, ça fait que tu te la pètes, entre guillemets, ou tu... Ouais, mais attends, je sais pas, où il y a... qu'est-ce qui compte à la fin ? Bah, c'est que le gamin, il reçoive ce qu'il a besoin. En France, si on avait ça, les artistes, ils donneraient beaucoup plus. Ça sous-entend qu'en France, il y a quand même la peur du jugement qui est peut-être beaucoup plus forte. Tout est conciliable, ça peut être conciliable. Tu peux être généreux en donnant de l'argent et te faire de la bonne publicité. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Quand Total, ils investissent dans l'énergie propre alors qu'ils sont en train de polluer comme des tarés, ils mettent des milliards dans leur communication. Bah, d'un côté, ils mettent de la communication, t'as vu, ils sponsorisent des événements de écologie, je sais pas quoi, tout ça, et de l'autre côté, ils vont les polluer. C'est du business. C'est pour ça qu'on appelle ça le charity business. Ouais. Mais moi, j'y crois à ça. Moi, je crois que se donner une bonne image, d'un côté, et de l'autre côté, donner, c'est conciliable. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, en fait, à des gens qui voudraient faire la même chose que toi, tiens, par exemple, parce que ça se trouve, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire, bah tiens, il m'inspire, j'ai envie de faire quelque chose qui est là-dedans. Il faut vivre pour son métier, pour rien d'autre, que pour son métier. T'as du temps, bien sûr, pour ta vie privée, familiale, ce que tu veux, mais 90% de ton cerveau, il doit être consacré pour ton métier. Toute la... Moi, le matin, quand je me lève, et quand je m'endors, je ne vis que pour mon métier. Mais c'est une addiction, presque, le métier. Mais j'adore ce que je fais. Tu consacres ta vie entière à ton métier.
Je donne un exemple. Tu penses que Michael Jordan, il pensait pas au basket du matin au soir? Tu penses que Michael Jackson, il pensait pas à la musique du matin au soir? Mais c'est du jamais vu. Déjà, si tu le fais, t'es pas sûr de réussir. Alors, si tu le fais à moitié, t'as zéro chance. Si je veux donner un conseil à la jeunesse, c'est du 1500% d'authenticité dans ton métier. Tu peux pas faire autrement. Parce que même si tu es impliqué à 5000%, c'est même pas sûr que tu y arrives. Ouais. Alors, si tu t'impliques à 20%, tu as zéro chance. Alors là, t'as vraiment zéro chance. Mais et tu vois, je compléterais avec, parce que je vois souvent des points communs entre les gens qui réussissent beaucoup et le traumatisme qu'ils peuvent avoir jeunes. Il y a toujours un lien, une corrélation, tu vois. On parle de Michael Jackson. C'est un appel d'amour. C'est un appel d'amour. Exactement. Non, mais pour moi, c'est un appel d'amour aussi. Oui, pourquoi? bien sûr. Parce que vivre dans une cité, arriver du Maroc, manquer de tout, mais avoir tout en même temps, moi, aujourd'hui, j'adore cette phrase. J'ai ma revanche sociale. Excellent. Je pense que ça peut être la phrase de conclusion. Eh ben, c'est une revanche sociale. C'est ça. Mais pas que financière. Attention, je veux préciser aux auditeurs, c'est aussi une revanche culturelle. Oui. Parce que moi, je me suis pas élevé que financièrement. Ça, c'est ce qu'on voit. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'eau de l'iceberg. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que grâce à la musique, grâce à l'art, aujourd'hui, je vais dans des expositions, je lis ce que mes parents ne savent même pas lire. Je m'intéresse à des auteurs, je m'intéresse à des pop artistes, je m'intéresse à des hommes politiques. Ça m'a ouvert un esprit de m'élever culturellement. Et moi, je dis aux jeunes, arrêtez de regarder que l'argent. Regardez votre élévation culturelle. On va plus s'intéresser à vous si vous avez du charisme que de l'argent. N'importe qui peut vendre des coques de téléphone et faire 1 million avec. Par contre, le mec qui va vendre des coques de téléphone, faire 1 million, mais grâce à cet argent-là, il va voyager, il va aller voir des cultures différentes, il va visiter des musées, il va aller voir des œuvres d'art, il va aller voir des concerts, il va s'intéresser à des podcasts. Bah, pour moi, il aura plus d'estime pour moi. Et j'ai une question, ça me fait penser, c'est qu'est-ce que tu as arrêté de faire pour arriver là où tu es arrivé? Tu vois, souvent, on se dit, on rajoute des choses, mais il y a aussi des fois, on doit abandonner des choses pour arriver. Je vais te dire une chose. Plus tu montes dans la pyramide, le succès, c'est une pyramide. Plus tu es obligé de te séparer de gens. C'est ça. C'est malheureux, c'est comme ça. Et plus tu vas vite, tu as déjà gagné un concours de Formule 1 avec un frein à main, toi? Impossible. Même s'il est desserré, tu n'es pas sûr de gagner la course. Alors avec un frein à main, c'est impossible. C'est quoi les freins à main? C'est les gens toxiques autour de toi. Et il y a un truc qui est horrible. Suffer from the success. J'adore cette phrase. Tu souffres de ton succès. Parce que moi, j'ai commencé dans une cité où tu avais 95% de gens qui étaient, entre guillemets, c'est méchant ce que je veux dire, mais des losers. Non, des losers. C'est-à-dire que leur vie, c'était regarder jouer aux jeux vidéo toute la journée, fumer des joints, prendre de la drogue, tout ce que tu veux. Mais tu es obligé de te détacher de ces gens-là. Si à un moment tu veux progresser. Et la phrase préférée de ces gens-là, c'est « t'as changé ». Non, je n'ai pas changé, j'ai évolué. C'est ça. La nuance, elle est énorme entre évoluer et changer. Donc tu es resté le même avec cet esprit et toujours. Cette authenticité. Comme tu as dit tout à l'heure. Mais tu t'es adapté. Je peux aller à Dabrellef et manger des œufs pour 70 dirhams ou 70 centimes ou ce que tu as envie de dire. Et en même temps aller manger. Moi c'est ça qui est le plus fort. C'est de pouvoir faire les deux. Très bien. Et que personne ne nous mette des barrières. Parce que les barrières, elles sont pour personne. Ni pour les pauvres, ni pour les riches, ni pour les musulmans, ni pour les bouddhistes, ni pour les juifs. On est tous les mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de se dire, si tu as envie, tu peux. Les barrières, elles sont... Voilà. Et c'est des fausses barrières. De se dire, oui, mais moi, je viens d'une condition... Non. Je suis la preuve vivante. Okay. J'avais tous les défauts du monde pour réussir. Et la preuve, on est là aujourd'hui. Donc ça veut dire que toi, dans ton message et dans ton cursus, tu deviens le modèle. Un rôle modèle, oui, absolument. Absolument. Je suis fier de l'être. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande des réussites. Voilà. C'est ça. À ma manière. À ma manière. Non, mais... Je suis pas parfait. J'ai des défauts comme tout le monde. Bien sûr. Mais j'ai réussi ce que je m'étais mis comme pari. C'est ça. Et moi, ça y est, c'est fait. C'est fait. Maintenant, c'est que du plus. Oui. Mais je me suis dit, je vais faire ça. Je vais travailler avec tel artiste. Je vais gagner ça. Je vais arriver à avoir ce prix-là. Tout ce que j'ai dit, je l'ai eu. Et même, je vais me dire encore plus, j'étais même plus loin de mes expectations. Tes attentes. De mes attentes, voilà. Des fois, je perds mes mots. J'ai pas joué l'américain, mais je perds mes mots. Je suis tellement au téléphone avec les Américains en anglais. Mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il y a... En tout cas, j'ai aimé partager en tout cas ce moment avec toi. Ah bah, c'était un moment magnifique. Et c'est moi qui vais te devoir de l'argent parce qu'on dirait que j'étais chez mon psy. C'était génial. Le but, c'était génial. Et j'ai jamais le temps de faire ça. Ok, parfait. Ma vie, c'est courir après le temps. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour parler de l'héritage.
Avec plaisir. Est-ce que tu vas laisser... laisse-moi 5 ans et... laisse-moi 5 ans et tu vois ce que... J'ai des projets qui sont en train d'arriver qui sont énormes. Quand il arrive, tu marques l'histoire, tu marques les gens, tu marques l'esprit. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et je veux que mes enfants soient fiers de moi aussi. Je veux qu'ils disent, papa, c'est pas juste un mec qui va à Saint-Tropez l'été sur un bateau et qui dépense son argent. Je veux qu'ils disent, papa, il a fait des choses. C'est ça. Et des choses qui vont les rendre fiers. Oui. Tu vois. Et je veux que le petit Marocain ou le petit Français, on n'a pas de barrière, ça peut être, ou le petit Américain qui est dans sa cité aujourd'hui ou pas. Tu donnes la chance. Qui disent, mais si lui, il est arrivé, moi, nous, on était à -10, si lui, il y est arrivé, mais moi, j'ai 0 excuse. Okay. Tu sais que si personne m'écoute aujourd'hui et je change son destin, pour moi, j'ai réussi dans la vie. Okay. Ça y est, j'ai réussi. Parfait. J'ai réussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi et merci pour l'émission. Et à très vite.